Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon compagnon d'armes pour cette émission n'est autre que l'ineffable Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, où te trouves-tu en ce moment? Eh bien écoute Daniel, moi je me trouve actuellement en Alsace, je voyage beaucoup, tu vois, je fais le tour de la France pour mes vacances, tant qu'à faire, puisqu'elles sont C'est longues. marrant parce que le After Eight précédent, j'étais chez toi, Exactement, donc j'ai enregistré After Eight depuis chez toi, tu as été notre guest, et maintenant là, ça y est, c'est toi qui es en villégiature quelque part, quoi. exactement. Comme quoi, on s'arrête pas pendant l'été. Non, on ne s'arrête pas, rien ne nous arrête. On n'est pas des gens de la télé, nous. Voilà, on n'est pas des fonctionnaires... Oups, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Et alors, comme vous le savez sans doute, pour nos auditeurs qui sont plus ou plus fidèles, on a décidé de passer aux années 90. Parce que d'un côté, ça nous fait kiffer. Et de l'autre, ça nous plaît aussi d'avoir laissé plein de trous et de trucs pas faits dans les années 80 pour pouvoir y retourner avec plus de plaisir. Je veux dire, on a quand même parlé des années 80 juste en évoquant un tout petit peu Terminator 1. Ce n'est pas possible. Donc nous y retrouvons. Donc we'll be back. Exactement. Voilà, et donc on a décidé de basculer les années 90 et on vous remercie de nous avoir envoyé des listes. On a reçu plus de 280 listes en une semaine. Les gens sont fous. Et alors, et comme j'étais chez toi, c'est vrai que je te lisais juste les titres des listes dans la bagnole et juste ça nous faisait kiffer. Et en fait, on a randonné ensemble et je me suis rendu compte qu'on faisait en fait des Super Ciné Battles en live, voilà, en marchant. Et genre, n'importe quel film pouvait donner débat, quoi. Exactement, face au Mont Blanc, on était là, on discutait de cinéma. C'est vrai, en plus, on a fait tout sur les arcs. Bon, alors, pour nous faire alors, on vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre participation. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. C'est 3 films par liste. Un titre, si vous le voulez, parce que c'est cool. Et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Merci encore pour toutes ces listes. S'il y a doublon, on zappe. Pour l'instant, il n'y en aura pas beaucoup. Oui. Alors, il n'y en aura pas beaucoup, mais je veux pas spoiler, mais le premier épisode, on va traiter les doublons d'une certaine manière. Et donc, vous nous envoyez une liste des films compris entre 1990 et 1999. Donc, ça veut dire de Total Recall à Matrix. Sans oublier les films français. On a reçu des listes de films espagnols, puisque là, ça y est, ça commence. C'est presque, j'ai envie de dire, vivement les années 2000 pour avoir les films coréens. Mais bon, on n'y est pas encore. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Et comme vous le savez, sans doute si vous êtes infidèle, on prend 2 films de manière totalement arbitraire pour se repérer. Il nous faut un top et vraiment un film vraiment nul. Et rien que ça a été un débat entre nous. Et il nous faut un film top mais qui soit aussi dépassable. C'est-à-dire, voilà, exactement. On voulait pas mettre genre le meilleur film des années 90 dès le début. Et le film nul, alors je sais pas s'il y aura d'autres films plus nuls que celui-là, mais mais on a essayé de prendre un film qui est vraiment indubitablement, genre vraiment, y a pas de doute sur sa qualité, quoi. Alors, le film de qualité indéniable, c'est Le Silence des agneaux. Le Silence des agneaux, exactement. Jodie Foster, Anthony Hopkins, grand vainqueur des Oscars d'ailleurs, l'année où il était en compétition. Voilà, c'est l'histoire de Hannibal Lecter, enfin pas vraiment d'Hannibal Lecter, d'un tueur en série qui ne peut être arrêté que grâce au concours d'un autre tueur en série, donc Hannibal Lecter avec Anthony Hopkins, qui genre explose l'écran dans ce film-là. Avec son jeu complètement creepy face à une Jodie Foster
encore jeune et puis enfin qui justement elle joue une recrue. Enfin, je sais plus exactement le contexte, mais elle est pas très expérimentée dans son job. Elle est psychiatre débutant, quoi. Voilà. Et du coup, c'est profiler débutant. Ouais. Ce qu'on appellera profiler. Plutôt. Voilà. Et il y a un rapport de force forcément qui se met en place entre cette jeune femme et de séduction. Et de séduction entre cette jeune femme et cette espèce de monstre, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, et ce monstre de charisme malgré tout, mais de violence aussi. De monstre indiscutablement, mais comme dirait notre ami Omar Little de The Wire, il a un code. Il fait pas n'importe quoi. Il a une méthodologie de la manière de tuer. C'est un cannibale. Oui, c'est un cannibale, tout à fait. Et il passe le plus clair du film attaché et enfermé. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec ce film, c'est que il arrive à mettre une tension. C'est lui qui est le dominant alors que c'est lui qui est en prison. C'est ça, c'est effectivement. Enfin, il y a cette fameuse scène où à un moment donné, ils doivent se rendre sur place avec lui et il est dans son espèce d'harnachement avec le fameux masque en cuir avec les barreaux de métal devant la bouche, etc. Enfin, genre, effectivement, c'est un type qui est entravé en permanence, mais tu vois que tout le monde dans le film flippe rien qu'en sa présence, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est assez particulier, mais ça fonctionne vraiment super bien. Et ça donne au personnage une aura vraiment extraordinaire, quoi. Et on peut le dire, c'est peut-être un des meilleurs films de Anthony Hopkins. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est un peu justement aussi le point de rupture de sa carrière, parce que par la suite, il va essayer de la jouer justement à la Hannibal Lecter pendant plein de films. Tu vois, c'est genre, il avait trouvé son truc et il est vraiment parfait dans le film. Et par la suite, dès qu'il sait plus quoi faire, la caricature de lui-même. Ouais. Dès qu'il sait plus quoi faire, il va retomber là-dedans par confort entre guillemets, quoi. Et donc pour nous c'est un authentique classique, on peut dire. Oui, c'est un très bon film, très angoissant, bien construit, malin. Enfin, c'est vraiment le mystère reste entier sur qu'est-ce que est devenu Jonathan Demme. Oui, c'est vrai, purée, le réalisateur, qui quand même genre je sais pas quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonathan Demme? Il aurait pu tout faire avec un film comme ça. Mais c'est ça le pire, c'est que comme je disais, c'est que en plus il avait cartonné aux Oscars. Enfin, tu vois, c'était genre la porte ouverte, quoi. Et non. Ouais, il aurait pu refaire encore plein de films d'angoisse, mais voilà, il n'a rien fait de aussi significatif. Oui, non, il a rien fait effectivement. C'est ce qu'on pourrait presque appeler un one hit wonder dans le monde de la musique. Alors donc Silence des agneaux, on va pas s'étendre là-dessus non plus parce que tout le monde le connaît et tout le monde devrait le connaître. Ouais, exactement. Et il entre directement premier, voilà, de la liste des films des années 90. Meilleur film des années 90 pour le moment, Silence des agneaux. Bravo. Je sais pas s'il sera dépassé aujourd'hui. Parce que j'ai essayé de prendre des trucs un peu nuls. Oui, on tient à le rappeler. Il faut nous envoyer des classiques. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Matrix, je peux t'assurer. Beaucoup de, je pense Matrix, je ne connais pas. Je pense que la filmo de Tarantino est couverte. Je pense que vous n'envoyez plus de Tarantino, c'est sûr. Mais on a aussi quelques daubes et je voulais qu'il y ait quelques daubes dans ce top. Alors, en tout cas, pour commencer. Et donc, le pire film des années 90. Nous avons opté. Alors, il y a eu beaucoup on a fait une shortlist et évidemment, toi, ta liste était pas mal. Mais j'ai un peu poussé pour que ça soit celui-là. Ouais, mais je pense que c'est un bon candidat aussi, hein, vraiment. Tu t'es laissé faire parce que tu t'es dit, putain, c'est quand même vraiment de la merde. Exactement. On a choisi Wild Wild West. Ouais, Wild Wild West. Donc c'est un fiasco absolu du cinéma. À la base, c'est l'adaptation d'une célèbre série, donc Les Mystères de l'Ouest, des années 60 même, si je me trompe pas. Ouais. Qui ont bercé une partie de notre enfance, enfin en tout cas de notre côté. Donc c'est adaptation de la série sur grand écran par Barry Sonnenfeld. Alors Barry Sonnenfeld à l'époque qui est le gros cador. Oui. C'est-à-dire il est intouchable, Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld, ouais, c'est pas n'importe qui. Et il sort de Men in Black qui est un carton absolu. Voilà. Et justement, et les producteurs se disent, tiens, pouf, Sonnenfeld plus Will Smith, forcément, ça va être génial. Et justement, Will Smith, c'est quand même une grosse partie du problème du film. Parce que il l'a modelé à son image, en fait. Le film a été réécrit. Alors, si c'est pas le plus gros problème du film, mais le film a été réécrit sans les multiples passes, quoi. Et une scène sur deux est un peu lol, et l'autre est super sérieuse. Et il y a des problèmes de ton dans ce film. Tout d'un coup, il va faire des
enfin comment dire, des références au fait qu'il soit noir dans un monde de blancs, parce que normalement, il faut l'expliquer, son personnage est un espion. Envoyé par le président, donc c'est un espion gouvernemental, effectivement. Ouais. Et c'est un mec super capable, et en même temps, et c'est un espion qui tue à tour de bras, donc c'est vraiment un James Bond de l'époque. Mais c'est très bizarre parce que d'abord, c'est supposé être aussi un film drôle, et il y a aucune vanne qui fonctionne. Oui, c'est la formule familiale des années 90, effectivement, avec le héros cool, etc. Et effectivement, c'est jamais vraiment drôle. Enfin, tout tombe à plat, quoi. C'est à l'image de son générique chanté par Will Smith, puisqu'après Will Smith, tu sais, c'était dans son contrat, il assurait. En même temps, c'est un gars sympa, il fait la promo, quoi. Il te fait la chanson, il te fait le pack. Et sa chanson Wild Wild West est horrible, je la déteste. Ah oui, elle est abominable, ouais. Et il y a Kenneth Branagh qui joue le méchant. Et normalement, je crois que c'est un nain dans la série ou. Oui, c'est ça, c'est un nain, en fait. C'est un nain. Et là, ils ont décidé plutôt de faire un estropié, en fait. C'est un mec en fauteuil roulant. Et en fait, ce film a été rendu connu, enfin, en tout cas, les boulettes de ce film ont été rendues à cause de Kevin Smith. Tu connais l'histoire, est-ce que tu as vu les conversations de Kevin Smith devant des écoles? Non. Et bah, écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Kevin Smith, en fait, alors, le film est produit par John Peters. Est-ce que tu connais John Peters? Le nom ne m'évoque rien, non? Alors c'est le mec qui a quand même produit Batman. Il a vraiment produit de gros films de cinéma. Le premier Batman de Tim Burton, quoi. Il a produit ton Tango et Cash favori. Tango et Cash. Et il a produit Les Yeux de Laura Mars, qui est quand même un film écrit par John Carpenter. John Carpenter. Et d'ailleurs, Les Yeux de Laura Mars, on a déjà reparlé, mais voyez-le. Ah ouais, moi j'adore ce film, même s'il a un petit peu bizarrement vieilli, mais c'est vraiment un bon. Enfin, c'est pas encore à John Carpenter, quoi. Mais non, mais c'est une proposition de slasher des années 70 aux États-Unis, c'est très très particulier. Ouais. Et John Peters, en fait, il avait à l'époque, il travaillait sur le projet Superman, qui devait ensuite être fait par Tim Burton, et ils avaient demandé à Kevin Smith de participer, et il commençait à driver Kevin Smith sur ce qu'il faut sur Superman. Alors il dit, il faut pas qu'il vole. Et Kevin Smith te raconte assez bien, on va mettre le lien dans la vidéo, et c'est vraiment, ça lui a fait des histoires pendant 20 ans, quoi, cette histoire. Et donc il faut pas qu'il vole, et puis ensuite il dit, il faut surtout Iron Giant Spider. Giant Enemy Crab. Ouais, et genre il se dit, mais comment on va faire pour essayer de foutre une araignée géante, et tu sais, il lui dit genre, c'est le plus grand prédateur du monde animal, des trucs comme ça. Et finalement le film ne se fait pas, presque heureusement. Et ensuite, un jour, il va voir Wild Wild West, et là, tout d'un coup, il voit à la fin. Il voit l'araignée, voilà. Il voit l'araignée géante, et tu sens que c'est les lubies de John Peters, qui est un mec assez fascinant. Hein. C'est un mec qui a commencé comme coupe-tif de Barbara Streisand, et qui ensuite est devenu gros producteur de cinéma, quoi. Et j'ai lu un bouquin assez intéressant sur comment il est devenu genre une grande ponte de Sony au moment où Sony s'est lancé dans le cinéma. Ils ont racheté la Columbia. Il a fait littéralement une OPA. Il leur a fait des pertes vertigineuses. Et alors, ce film-là a finalement fait son blé. Mais personne n'en a été content. Les critiques ont été catastrophiques. Ouais, c'est un film, enfin, au moment de sa sortie, c'était vraiment un film qui je connais personne qui avait passé un bon moment devant, quoi. C'était Oui, c'est un film, c'est de la souffrance. Personne ne joue bien. Salma Hayek, je sens qu'ils ont hésité à la sous-titrer à un moment. Ouais, non, mais c'est tout est en roue libre. La direction artistique, la réalisation, enfin c'est le film, tu sais, qui est fait en dépit du bon sens à chaque étape, quoi. C'est vraiment un accident industriel. Ouais, complètement. Et ça a coûté un fric fou. Et j'ai terminé, donc je disais, oui, c'est le gros film, enfin c'était, comme on l'a dit, c'était Sonnenfeld qui sortait Men in Black, enfin c'était le gros truc mis en avant, la grosse production, le film du moment qu'il fallait pas rater, et c'est ce qui rend le naufrage encore plus fascinant, c'est que les mecs, ils pouvaient pas se rater, et ils l'ont fait. Ouais, putain, c'est ça qui est
qui est incroyable. Et ce film, vraiment, il faut l'étudier. Et pourquoi il est dernier? On vous le spoil, il est sous le silence des agneaux quand même. c'est que c'est un film qui est intéressant à étudier parce que c'est les premières grosses catastrophes de blockbuster de l'été, quoi. Ce film sort 2 mois après Matrix. Et il est déjà à ramasse. Et je voulais quand même placer un truc puisque je me souviens quand même assez bien du film. C'est qu'il y a Bailing qui joue dedans. Est-ce que tu sais qui est Bailing? Attends. C'est une asiatique qui joue les rôles de asiatique chaudasse dans tous les films en fait. D'accord, oui, le nom disait quelque chose. Oui, je me rappelle. Ouais, c'est celle qui viole Frédéric Diffenthal dans Taxi 3. Elle lui taille une pipe et il fait non. Et c'est nul. Tu vois, genre malheureusement, elle a pas toujours des chouettes carrières, mais elle a l'air très très sympa sinon dans la vie. Mais alors ses chouettes carrières sont très. Elle a joué dans plein de trucs en fait. C'est vraiment la fille asiatique chaudasse. Mais tu sais en plus, elle a l'air un peu evil, tu vois. Elle est. Mais tu sais ça c'est tout fonctionnement Hollywood. C'est ils ont un asiatique, une asiatique. C'est comme à l'époque, tu sais, Danny Trejo, c'était le Mexicain. Oui, c'est vrai que maintenant ils en ont peut-être 2 ou 3. Voilà, maintenant ils en ont 2, 3 histoire de. Mais c'est vraiment ça le principe. Quoi. Putain, ça me fait penser que Wild West, putain, son problème de ton avec le racisme de l'époque, c'est vraiment problématique, quoi. Non, mais y a rien qui fonctionne, ouais. Ouais, y a rien qui fonctionne. C'est très très mal écrit. Donc Wild West, c'est deuxième film. Et n'oublions pas le pire film de tous les temps. Et n'oublie pas, le second, c'est un con. Le second, c'est un con, et là, pour l'instant, il est second. Mais là, il y aura d'autres secondes. Oui, je pense, j'espère. Allez, on passe à une liste sobrement intitulée Un homme en cage. Oh, j'aime bien les hommes en cage. Ouais, et ben là, et on va commencer par Con Air, les ailes de l'enfer. Ah, les ailes de l'enfer. Alors, avec Nicolas Cage. Nicolas Cage, avec John Malkovich, avec Danny Trejo, avec Steve Buscemi. Enfin, c'est genre, tu sais, c'est le All-Star. C'est le All-Star Game. Là, vraiment, c'est le All-Star Game des productions Bruckheimer. Voilà, et c'est, ce film, le pitch est d'une débilité géniale, c'est-à-dire que... Attends, il y a John Cusack aussi. Putain, John Cusack est ridicule. Ouais. Le pitch est complètement débile. C'est l'histoire de Cameron Poe, je me souviens même du nom du personnage, c'est de dire, joué par Nicolas Cage avec une coiffure improbable, qui en fait tue parce qu'en fait le type il est militaire, hein, c'est un peu l'arme fatale à sa façon, et il tue un homme parce que le type disait du mal de sa femme dans un bar, c'est littéralement ça. Et en fait il purge sa peine. Non mais voilà, c'est Bruckheimer. C'est Bruckheimer. Et il purge sa peine parce que c'est un prisonnier modèle et qu'il a des principes. Et pour rentrer chez lui, l'administration pénitentiaire se dit, on va le foutre dans le même avion que tous les pires criminels des États-Unis. En fait, qu'on a décidé de déplacer en avion. Voilà, tous sans aucune exception. Les mecs, ils prennent tous les pires criminels des États-Unis, ils les déplacent tous en même temps dans le même avion. Et lui, il se retrouve dedans. Et évidemment, l'avion est détourné par les criminels. Et lui, il va faire son John McClane. Hein, c'est vraiment Die Hard dans un avion. Die Hard con dans un avion. D'où Con Air. C'est nul. C'est nul, mais je te l'accorde. Pas pour rien qu'ils ont changé le titre en français d'ailleurs. Et voilà, et c'est un film no limite dans la connerie, mais ça le rend vraiment attachant. Et moi, je tenais juste à dire que le personnage de Steve Buscemi, je l'adore, il est génial. Il est fabuleux. C'est un violeur d'enfants, hein, c'est vraiment. Mais en fait, c'est peut-être le personnage le plus sympathique de tout le film. Et c'est genre, t'as la scène où il rencontre la petite fille et il joue à la poupée avec elle. Et en fait, au final, il se passe rien, mais genre la scène, elle est d'une angoisse totale. Et on trouve un peu on en a parlé lors de nos de marche. On trouve un peu cette envie de faire du frère Cohen, mais en blockbuster. Oui, c'est-à-dire. Il y a quand même Steve Buscemi, il y a Malkovich. Enfin, tu vois, il y a un ton un peu genre, on essaye d'avoir des gueules, ouais, mais avec des explosions, quoi. Et puis les punchlines sont complètement ouf, quoi. Enfin, ouais. C'est alors avec le lapin, enfin John Malkovich qui menace le lapin en peluche, enfin genre. Alors. Je spoil un petit peu. Je pense que c'est un film moins bon que celui qui est venu 1 an plus tôt, à savoir The Rock. Mais ah oui, mais oui. Mais voilà, c'est. Non, mais c'est un film très con, mais tu sais, c'est ce qui le rend attachant. Enfin, voilà, c'est vraiment le film débile que t'aimes bien, quoi. Mais faut pas le dire trop fort, quoi. Écoute, on va pas trop s'éterniser. Oui, non, et voilà. alors, c'est capillairement, c'est un Nicolas Cage très intéressant parce que moi, ce qui m'intéresse dans les Nicolas Cage, c'est les coupes de cheveux. Ça, c'est un Nicolas Cage effectivement capillairement captivant, on va dire.
Ouais, il est une coupe pas possible, quoi. Donc, Les Ailes de l'Enfer est maintenant le deuxième meilleur film des années 90. Alors, je crois que c'est, alors j'ai oublié de le dire, merci à Sven Astruc pour, Merci Sven Astruc pour cette liste. Ouais. Pour cette liste. Ça commence fort. Ouais. Alors je voulais que symboliquement ça commence par Nicolas Cage, que j'adore. Deuxième film, Snake Eyes. Ah, Snake Eyes. Brian De Palma, avec toujours Nicolas Cage, hein, du coup, forcément. Ouais. Et c'est un thriller autour d'un assassinat je sais plus si c'est un homme politique ou une personnalité, au cours d'un match de boxe. Et Nicolas Cage, il joue un espèce de détective. C'est un peu un rebut de l'humanité, hein, le type. Il magouille. Tu sens c'est un gros magouilleur. Ouais. Il magouille. Tu sens qu'il a pas été clean avec sa famille et ses amis. Enfin voilà, tu sais, c'est un type qui. C'est un mauvais père. Voilà, c'est un type légèrement détestable. Mais qui se retrouve finalement être le seul capable de résoudre ce mystère. Et puis c'est Brian De Palma, encore en forme, et c'est super bien mis en scène. Enfin vraiment, c'est un Brian De Palma mineur, mais ça reste un Brian De Palma. Alors, non, attends, pour moi, il est pas mineur parce que pour moi, c'est celui où il reprend confiance en lui. Après une traversée du désert. Oui, mais c'est plus, c'est pas une. Il vient après Mission Impossible. Oui, c'est pas. Donc forcément... Mission Impossible lui a redonné un peu la vista, et là il met tout ce qu'il a encore dans le buffet. C'est plus un sursaut parce que la suite de sa carrière va quand même décliner aussi. C'est un sursaut. C'est plus un sursaut que vraiment une reprise de confiance. Mais il est chouette. Mais je veux dire, comparé à ce qu'il a fait dans les années 70-80, je trouve que tu retrouves pas, il n'arrive pas à se hisser au niveau. Mais ça reste un pont de Palma. Et en plus ça commence par un coup de nit. Puisqu'il te met le mystère, il y a un plan séquence au début. Oui, le fameux plan séquence de l'assassinat d'ailleurs. Ouais, il te fait croire que ça va être un coup de nid, et en fait pas du tout, quoi. Parce que dès le début, il te dit qui est l'assassin, et du coup, il faut essayer de comprendre quelles vont être les relations entre ces personnages, et il faut préciser, et on peut pas zapper ça. Carla Gugino, qui joue la victime, enfin une des victimes. Oui, en fait voilà, qui se retrouve qui est fugitive. Ouais. Elle est tellement elle est tellement belle, quoi. C'est une tellement bonne actrice, et elle imprime la péloche, quoi, comme jamais. Je pense que c'est un des films où elle est le plus on fire de sa vie. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Et pourtant elle a joué dans Sin City. Et écoute, je pense que je mets ça, bien sûr, au-dessus des Ailes de l'Enfer. Ah oui, je pense effectivement que ça va aller au-dessus des Ailes de l'Enfer. Ce qui n'enlève rien aux Ailes de l'Enfer, mais... Et il faut dire un truc, c'est que Gary Sinise est extraordinaire. Et je pense que c'est à ce moment-là que Gary Sinise son visage a définitivement formé la gueule du méchant type, quoi. Oui, tu peux pas lui faire confiance. Du sournois, en fait. Tu sais, il joue vraiment le méchant plein de confiance, qui sait manipuler, qui est très intelligent. Enfin, il y a vraiment un côté hyper sournois dans son personnage et la façon dont il le joue, quoi. Il le joue, ouais, vraiment, il est à fond dedans, tu peux plus lui faire confiance. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah putain, mais c'est pas lui qui avait déjà enlevé le fils de Mel Gibson, tu vois. Et troisième film de cette liste, c'est Face Off, Volte-Face en français. Volte-Face, ouais. Nicolas Cage. Ouais. Et là, je pense qu'on va déjà fighter parce que j'imagine que tu aimes le film. Ouais, pour moi, c'est peut-être le seul John Woo américain réussi. Non, cette phrase n'a jamais été dite. Si. Je veux dire, tu prends la carrière de John Woo aux États-Unis, c'est le seul qui réussit. C'est le moins pire pour moi. Ah non, moi je trouve, parce que déjà il y a, si tu mets de côté évidemment l'opération qui est au centre du oui, du film. Donc si tu mets de côté le sujet central du film, le film est presque intéressant. Non mais ce que je veux dire, moi ce que j'aime bien, c'est que justement c'est un thème de science-fiction, et en fait il refuse d'en faire un film de science-fiction, quoi. Et finalement justement il passe pas des heures sur l'opération, machin, comment ça fonctionne. En fait c'est juste un élément qu'on te dit, voilà. Il te demande d'accepter un truc qui est proprement inacceptable, c'est-à-dire, en fait, on leur a inversé leur visage et ils sont devenus exactement l'autre. Ce qui est marrant, c'est d'avoir John Travolta qui joue Nicolas Cage et Nicolas Cage qui joue John Travolta. C'est vrai que Nicolas Cage en plus joue en roue libre total. Oui, il joue Travolta en roue libre. Enfin, t'imagines le truc, quoi. Et Nicolas Cage est un mec qui est
capable de bien jouer, mais en général, quand on lui laisse rouler, genre, arrête. Et au contraire, bah, quand il se laisse aller, bah, tout d'un coup, ça devient un film autre, quoi. Ça devient plus le film qu'on aurait souhaité voir, et ça devient un film de Nicolas Cage. Je suis très très fan des Nicolas Cage très mineurs, très nuls, ceux qu'il fait pour payer ses impôts, parce que je me demande toujours comment il en est arrivé là, quoi. Tu sens que c'est un mec qui a des problèmes financiers, et il accepte n'importe quoi, quoi. Ouais. Mais bon, écoute, j'ai un gros problème avec ce film parce que c'est ridicule. C'est ridicule et jamais je rentre dans ce film à cause de ça. Et comme dit, moi je trouve pas que ce soit un truc parce que comme dit c'est vraiment juste un élément au début du film et finalement enfin c'est juste une façon finalement de montrer l'un des thèmes principaux de John Woo, c'est-à-dire la dualité de deux ennemis intimes en fait. C'est vraiment ça. C'est un thème que tu retrouves tout au long de sa filmographie et là il prend l'argument légèrement science-fictionnesque pour l'utiliser et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette fois-ci ils vont plus loin, ils se glissent chacun dans un pot de l'autre et il y en a un qui essaie de voler la vie de l'autre parce que finalement c'est plus confortable et l'autre qui essaie de récupérer sa vie à travers les actions de son ennemi qu'il connaît par cœur, quoi. Écoute, tes arguments, je les ai entendus, mais non, ce film ne fonctionne pas sur moi. Et je vais te dire un truc d'autant plus vrai, c'est que il y a pas si longtemps, je me suis fait ouvrir le visage. J'avais une opération à faire et je vois combien de temps prend la cicatrice pour ça fait plusieurs mois et c'est super compliqué quoi la cicatrisation. Tu restes groggy pendant super longtemps. Et je te parle même pas des médocs qu'on m'a foutu pour que tu planes quoi. Non mais d'accord, mais ça c'est un argument. Enfin je veux dire, à ce moment-là, il y a plus aucun film hollywoodien depuis 1981 dans lequel tu vas rentrer parce que t'as toujours des détails comme ça. Enfin je veux dire, tu demandes à n'importe qui est passé sous un camion, il dira Indiana Jones, c'est pas possible que le mec il continue à courir derrière. Enfin tu vois, c'est oui mais non vois, là on parle de l'axe principal du film et jamais je n'y souscris. Et après, et en plus, là, on parle juste de l'axe principal, mais après, on peut ensuite parler des colombes qui s'envolent et des ralentis et tout ça, et genre. Non, mais on a compris que t'aimais pas John Woo, c'est pas grave, tu sais, t'as le droit d'avoir mauvais goût. J'aime pas ce John Woo de cette époque-là. Moi, une balle dans la tête, je trouve ça extraordinaire, mais c'est clairement Face Off pour moi c'est vraiment c'est clairement moins bon qu'une balle en tête mais honnêtement tu peux pas dire que les scènes d'action c'était à l'époque où ils savaient encore les réaliser quoi. Oui, je suis désolé, c'est quand même largement au-dessus de ce qui se faisait. Je te le donne, les scènes d'action et en plus ça se termine sur une plage et tout, c'est pas mal. Les scènes d'action c'était vraiment avant que lui-même parte complètement en vrille et qui devient un peu la caricature de lui-même en se disant moi je sais tourner les gens au ralenti. Ouais. Non, ça suffit, le fais pas et c'est mieux. C'est pour ça que Face Off c'est peut-être même son dernier bon, enfin quoi que j'ai pas eu les tout derniers. C'était lequel, celui où Ben Affleck il jouait le rôle d'un ingénieur Paycheck. Paycheck, c'était naze. Adapté de Philip K. Dick et pardon, uriné sur la tombe de Philip K. Dick. Ouais, c'est une grande souffrance pour moi parce que c'est une nouvelle que je connaissais depuis très longtemps et que j'aimais énormément, la nouvelle qui est à la base de Paycheck et quand j'ai vu ce qu'il en a fait, j'ai fait OK. Bah souvent chez K. Dick, hein, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Écoute, alors on regarde la liste, c'est pas très compliqué à noter, mais je veux pas le mettre haut. Bah écoute, on va le mettre sous Snake Eyes. Non, on les met sous Con Air. Je préfère regarder Con Air que non, tu peux pas. Tu le mets sous Snake Eyes. Et t'inquiète pas, il va descendre par la suite, quoi. Mais tu peux pas le mettre. Évidemment. Ah bah, je peux te dire que ça va être mon baromètre de films que je ne regarde pas. Tu veux dire que c'est l'Empire contre-attaque des années 90? Non, il y aura d'autres Empires contre-attaque, crois-moi. Tu remarques qu'on a eu l'Empire contre-attaque, toujours pas, et je crois qu'il y a aucune liste qui a marqué le retour du Jedi. Étrangement. Bon, on le met où, alors, cette merde? Juste au-dessus de Con Air. Allez. C'est quand même vachement mieux branlé visuellement que Con Air, quoi. Tu peux pas dire, quoi. Écoute, je te le donne, Face Off. Allez. Mais bon, c'est pas de gaieté de cœur, hein. C'est vraiment, il faudra me donner autre chose, hein. Arrête de ronchonner, Daniel. Bon, on remercie Sonia Struck. Et sinon, on va parler des autres films de John Woo et ça va chier. Ah bah, de toute façon, dans les années 90, voilà. Alors, et tu sais quoi, puisqu'on est dans John Woo, on va parler un peu Chine. Puisqu'on m'a envoyé une liste assez intéressante et il faut que je dise les listes sont vraiment tu sens que les gens ont compris le jeu jeu de faire des listes un peu intéressantes et du coup vraiment il y a vraiment des super sujets et cette liste m'a été renvoyée par quelqu'un que je connais dans la vie mais et c'est une liste assez habile qui s'appelle
Rétrocession Mon Amour sur les grands cinéastes HK passés à l'Ouest. Oh putain. C'est une liste qui nous a été envoyée par Mathieu Gallet. Il y a de quoi faire. Alors, on enlève Face Off parce que Face Off on vient d'en parler. Oui, exactement. Et on va parler de Piège à Hong Kong. Ah, Piège à Hong Kong. Alors je sais que c'est un film que toi t'aimes beaucoup. Piège à Hong Kong. J'adore Piège à fucking Hong Kong et je pense qu'il va tout de suite passer devant le silence des agneaux. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est impossible. C'est genre impossible. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est... Non, je déconne. Non, c'est pas possible. Bon, alors il faut remettre le contexte. Ouais, c'est Piège à Hong Kong, c'est signé Tsui Hark, donc. Et scénario de Steven De Souza, le futur réalisateur de, je sais pas si c'est futur ou il a déjà réalisé de Street Fighter. Et scénariste de Piège de cristal. Ouais, putain, c'est voilà. Vrai. Et oui, et donc c'est Tsui Hark, donc figure légendaire, hein, je crois qu'on peut pas dire autrement, du cinéma d'Hong Kong des années 80. C'est le type, il a réalisé des films complètement fous, il a produit énormément de grands films de cette époque, dont les John Woo. Enfin voilà, c'était. Ouais, mais bon, et ses propres films, genre, je pense que The Blade est un de mes films préférés. Donc le type, c'était vraiment un incontournable, et effectivement, des années 90, c'était la grande période de la chasse aux cinéastes HK pour redonner un peu de vigueur au cinéma hollywoodien. Mais comme d'habitude, ils ont fait venir ces mecs-là pour leur dire, bah finalement, ce que tu fais, c'est bien, mais en fait, j'aimerais que tu fasses comme les autres, quoi. Et ce Piège à Hong Kong là est un peu une espèce d'exception parce que c'est Tsui Hark qui fait son sale gosse. Alors, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a déjà eu une mauvaise expérience juste avant. Voilà. Il a réalisé Double Team avec Dennis Rodman et Van Damme et Mickey Rourke en plus. Ouais. Et Double Team, il est abominable. Qui est nul à chier et en plus il s'est méga vautré. Ce final dans le Colisée là avec le, enfin Double Team est atroce. C'est un film atroce. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Ouais. Et il est méga vénère. Ouais. Et là, Jean-Claude Van Damme, tu sais, qui lui donne toujours des bons conseils de réalisation. Parce qu'il faut le dire, Jean-Claude Van Damme, en plus, est interventionniste dans ce film. Oui, parce qu'en fait, il lui a dit, tu devrais plutôt me filmer comme ça. En fait, faut dire qu'à l'époque, tous les cinéastes HK de l'époque sont passés par Van Damme. Et c'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est Van Damme qui, justement, lui, essaie de trouver un véhicule à sa propre légende et qui se dit, ces types-là, tu sais, ces types-là, je les ramène à l'Ouest, tu vois, c'est la chance de leur vie, et du coup, je vais exercer mon pouvoir pour qu'ils fassent le film que je veux. Enfin, tu sais, t'as vraiment un espèce de levier, parce que t'as pas que le côté généreux, ouais, ces cinéastes sont généreux, t'as aussi ce côté, ces cinéastes-là, j'ai un moyen de pression, entre guillemets, je suis la porte d'entrée à Hollywood, et du coup, ils peuvent faire des films pour moi. Et alors, il faut le dire, en plus, Jean-Claude Van Damme visiblement était cocaïné à mort à l'époque. Non. Et ça se voit énormément. Et alors, Tsui Hark, donc, presque par contrat, est obligé de faire Piège à Hong Kong, qui s'appelle comment déjà il s'appelle Knock Off en anglais. En VO. Et là, il dit, comme tu fais très bien, il fait le sale gosse et il décide d'humilier Jean-Claude Van Damme. Voilà. C'est vraiment ce qu'il va faire. C'est le credo du film, vraiment. Ouais. La première scène du film, c'est enfin une des premières, c'est Jean-Claude Van Damme qui tire un espèce de pouce-pouce à toute allure avec un mec assis dedans et qui le fouette avec une anguille. Et qui le fouette avec une anguille. Enfin, et ça donne et genre il y a des petits vieux chinois qui foutent des tôles à Jean-Claude Van Damme, il fait tout pour l'humilier et c'est génial. Alors, et il y a un autre argument que je trouve en faveur de ce film, et c'est pourquoi on va le mettre tout en haut de notre liste. J'assiste. c'est que c'est le film de vraiment où il est vraiment vénère. Il humilie Jean-Claude Van Damme et ça lui donne la rage de réaliser peut-être son chef-d'œuvre juste après. C'est Time and Tide. Time and Tide, ouais. Et je pense que Time and Tide est parce qu'il y a The Blade aussi, mais Time and Tide, c'est un chef-d'œuvre absolu pour moi. Non, Time and Tide, ouais, mais restons sur Piège à Hong Kong. En fait, effectivement, non, parce que trouvé tous les arguments. C'est un film hilarant. C'est pas ça, mais Time and Tide, j'espère qu'on en reparlera un de ces jours, peut-être. Mais non, c'est les années 2000. Ah, c'est les années 2000. Oh merde, bah du coup, oui. Bref, mais oui, non, mais Piège à Hong Kong, effectivement, c'est le film. Tu sens le réalisateur vénère et tu sens que il y a, en fait, c'est le truc, c'est que il y a plein de micro moments
où tu vois tout le génie footrack parce que et parce qu'il est contrôlé, il est en train de il lutte contre l'industrie américaine qui est en train de lui mettre des tout le génie footrack de Tsuyar qui éclate au détour de certaines séquences, de certains plans, etc. Mais il n'empêche qu'à côté de ça, tu sens effectivement que c'est un film aussi qui est vachement castré et t'as des trucs, genre le film il tient pas debout, t'as plein de trous, tu sais, il y a des séquences, tu sais même pas comment est-ce qu'elles s'enchaînent. Non, il y a des trucs avec des bagnoles. Il y a une espèce de truc de duo avec Rob Schneider et Van Damme. Rob Schneider, c'est qui est celui qui le fouette d'ailleurs dans le pouce-pouce. Et Rob Schneider, il est insupportable. Enfin, c'est genre. Il en fait des cosmotones. Il en fait des cosmotones et genre ça s'arrête jamais. Tu sais, ça te fatigue, mais pas dans le bon sens, quoi. C'est genre au bout d'un moment, t'as envie de rentrer dans l'écran pour lui foutre une tarte, tu vois. Et t'as plein de trucs comme ça dans ce film-là qui font que. Mais Est-ce que c'est pas le meilleur film de Rob Schneider? Alors peut-être. Est-ce que c'est pas un des meilleurs Van Damme aussi? Un des meilleurs Van Damme, je sais pas. Je me suis jamais posé la question dans ces sens-là. Non, parce qu'après Van Damme, ça reste un. Il faut se plonger dedans, quoi. Tu rentres dedans et c'est un truc de passion, quoi, Van Damme. Oui, c'est ça. C'est Van Damme, tu l'aimes ou tu la quittes. Voilà. Mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est un film qui est intéressant à voir. Mais c'est un film qui est intéressant justement pour voir ce que c'est qu'un cinéaste entravé qui se débat, quoi. Ouais, non, franchement, c'est un film vraiment, vraiment intéressant pour l'objet bizarre qu'il est devenu. Oui, c'est ça, voilà. C'est vraiment. Alors, écoute, moi, je regarde la liste. Je vois Face Off et je pense qu'il va aller devant Face Off, quand même. Allez, hop, je te l'accorde. Tu sais quoi, je te l'accorde. Ah, putain, merci. J'attends. Ce film me fait hurler de rire, ouais. Alors attends, c'est Knock Off, donc c'est en français, c'est Piège à Hong Kong. Piège à Hong Kong, ouais. Parce que oui, c'était aussi la grande époque où tous les films s'appelaient Piège à quelque chose. Ouais. Ou Après, Piège ça sera dans ta mère. Very Bad Hong Kong. Oui, c'est exactement ça, putain. Oh, c'est triste. Et alors, le troisième film de la liste de Mathieu, c'est Risque Maximum. Oh putain, Risque Maximum, je l'ai vu, je n'ai aucun souvenir. C'est un cosmonanar. C'est genre un cosmonanar puissant, réalisé par Ringo Lam. Ringo Lam qui est un réalisateur que j'aime énormément. Qui est pour moi le troisième larron, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a Johnny To, il y a Treyarch et lui, quoi. Ah oui, mais c'est une merde, Risque Maximum, c'est horrible. Et surtout c'est con parce qu'il a fait un autre film avec Van Damme, Ringo Lam, qui s'appelle Répliquant. Ouais, qui lui par contre était vraiment nettement mieux, quoi. Qui est presque son meilleur avec un chinois. Oui, c'est ça. Mais ouais, et Ringo Lam, et ouais, c'est tellement triste de voir ce réalisateur qui a vraiment fait. Enfin, c'est le mec de City on Fire, c'est le mec de Prison on Fire, c'est le mec de Full Contact. Alors pas celui avec Van Damme, celui avec Chow Yun-fat. Enfin, ouais. C'est un réalisateur bourré de talent et lui aussi bourré d'énergie. Et là, c'est vraiment le film. Ces mecs-là avaient une patate de folie dans les années 90. Mais justement, et puis c'est un film c'est un réalisateur qui a inspiré Tarantino, enfin tu vois, oui, Tarantino a littéralement repompé pour Reservoir Dogs, quoi. Le Reservoir Dogs, c'est une relecture de City on Fire avec Chow Yun-fat et Danny Lee. Et oui, et c'est ce que je disais juste avant, c'est que c'est vraiment, là tu vois vraiment la machine, c'est-à-dire le côté, mec, on t'a fait venir de Hong Kong parce que t'as un talent unique, et maintenant tu vas nous faire de la soupe. Et putain, là c'est vraiment de la soupe. Et genre c'est de la soupe horrible et alors, ça fait mal au cœur. C'est de la soupe horrible, mais ça permet d'avoir un duo Jean-Claude Van Damme, Jean-Hugues Anglade. Putain, mais... heureusement qu'on a dit que les années 90 ça allait être meilleur. On a commencé vraiment par le bas. Et attends, l'épisode n'est pas fini. Peut-être qu'il sera un peu plus long parce que c'est le premier de. Mais ouais, Répliquant, c'est. Putain. Ouais. Et la nana, c'est Natasha Henstridge au sommet de son swag de l'époque. Oui, voilà. Si vous ne savez plus qui c'était, c'était une étoile filante. Non, mais elle a pas mal tourné ensuite, mais c'est juste que oui, mais pas. C'est des directs ou vidéos. Voilà, c'est ça. Ou des séries télé, quoi. C'est ça. Tu l'as pas vu aller jusqu'au. C'était pas dans La Mutante. Ah mais si, c'était la meuf de La Mutante. C'est la meuf de La Mutante, ouais. Voilà, c'était la meuf de La Mutante, ouais. Ouais. Alors, écoute, on va pas s'éterniser sur ce nanar qui n'est pas intéressant en plus, c'est ça le pire. Non, il y a, toi comme dit, c'est le film, c'est voilà. Alors, en fermant les yeux, est-ce que tu puisses dans ta mémoire, est-ce que tu te souviens de comment s'appelait Jean-Claude Van Damme? Honnêtement, non.
Il s'appelait Alain Moreau. Le nom de Jean-Claude Van Damme, putain, faudrait faire un bouquin là-dessus, quoi. Bon, écoute, je vois Con Air, je le mets juste au-dessus de Wild Wild West. Ah oui. Non, y a pas débat. Hein. Oui, bien sûr. Risque maximum. Alors, il est combienième risque maximum maintenant? Eh ben, si je calcule bien, il doit être 4ème. Il est sixième pire film de tout. Ah ben... Sixième pire film des années 80. Ah, tant que ça. Ah ouais. bah oui, c'est vrai, on a eu. Et pour on a eu l'instant, deux listes. Je suis con. Pour l'instant, on a un Brian De Palma, deuxième meilleur film des années 90. C'est ça. Mais on remercie Mathieu. Merci. Et on va passer à la liste de Pierre-Antoine Mathéo qui nous envoie une. Bonjour Pierre-Antoine et merci. Merci pour ta liste. Et qui nous envoie une liste qui s'appelle 50 Shades of Jim. Et on commence par The Mask. The Mask. Évidemment. Jim Carrey. C'est son film révélation. Voilà, c'est la révélation de Jim Carrey. Enfin, surtout chez nous, parce que forcément aux États-Unis, il était un peu plus connu. Parce qu'à cause du stand-up. Ouais, à cause du stand-up, etc. Nous, c'était un parfait inconnu. Et The Mask arrive. D'ailleurs, Jim Carrey, pour la petite anecdote, j'ai revu l'inspecteur Harry, la dernière cible, et c'est la première victime du film. Ah ouais, et il s'appelle pas Jim, il s'appelle James Carrey. Il est crédité sous James Carrey dans le dernier inspecteur Harry. Voilà, petite anecdote. Putain, mais incroyable. Incroyable. Et donc, The Mask, c'est l'histoire d'un masque avec des pouvoirs spéciaux qui transforme Jim Carrey en personnage de cartoon. Qui est un mec banal, un employé. Un employé banal qui est amoureux de Cameron Diaz. Cameron Diaz, dont c'est le premier breakthrough movie. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est aussi l'introduction au monde de Cameron Diaz. Ouais, parce que Cameron Diaz a fait des films, mais qu'elle a fait retirer et qui sont pas crédités sur Wikipédia, mais elle a fait des espèces de soft porn SM. C'est son Italian Stallion à elle, c'est ça? Voilà, elle l'a fait retirer et genre, aucune bio n'en parle. Mais Cameron Diaz, il faut le dire, en 1994, est sans doute l'une des plus belles femmes au monde, quoi. Ah oui, il y a matière. Vraiment, et genre, elle a été prise parce qu'elle était canonissime. Et elle s'en sort parce qu'elle a de la personnalité, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Mais, bon, après, elle reste une demoiselle en détresse. Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu une cruche en détresse malgré tout, tu vois. Ouais. C'est un peu le. Mais de toute façon, enfin, le pitch, à la rigueur, t'en fous. Enfin, tout ce qui compte dans ce film-là, c'est les grimaces de Jim Carrey, les références à Tex Avery, les trucs comme ça. Ouais, voilà. c'est vraiment Tex Avery done live. Oui, voilà, exactement. C'est Tex Avery qui prend vie au cinéma irréel. Écoute, c'est un film assez plaisant. C'est vraiment un film de son époque. Et c'est, si je m'abuse, c'est réalisé par Chuck Russell, le réalisateur de The Blob. Oui, exactement. Ouais. Je trouve ce qui a fait un peu de mal à The Mask, c'est qu'ils en ont fait un 2. Le fils du masque. Ils ont fait des séries télé, tout ça. Oui, Cartoon Network, il y a des trucs, enfin voilà. Ça s'est un peu dilué avec le temps, alors que c'était un bon one shot en fait. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est pas un film que j'aime de façon incommensurable, mais c'est un film que je peux regarder. Non, même à l'époque, genre j'ai fait. Ah ok, c'est pas mal. Oui, voilà, c'est pas mal. Enfin, les effets spéciaux étaient intéressants à l'époque. Ouais, puis c'est assez inégal dans les gags, tu vois aussi. Tu vois, mais bon, ça se laisse regarder, tu vois, c'est pas honteux. Ouais. Je regarde Face Off, je le mettrais devant. Ah non, moi honnêtement, je préfère regarder Conner que The Mask. Ouais, je préfère aussi Conner. Voilà, tu vois, c'est. Donc on le met sous Conner. Voilà. Mais intéressant parce que breakthrough movie quoi. Non, c'est la naissance de plusieurs stars dans le film. Voilà, exactement. Puis enfin tout le style Jim Carrey, tel qu'il sera connu après, enfin est déjà là. Enfin, je veux dire, voilà, le personnage va être planté là et après il va d'ailleurs le surexploiter dans les années 90. Hein. Oui, c'est clair que ça va être la Jim Carrey exploitation. Ouais, quoi. exactement. Alors, est-ce que tu pourrais deviner le prochain film puisque c'est un film de Jim Carrey et écoute, Ace Ventura, non? Non. Non. Écoute, Batman Forever. Ah oui. Ah. Alors Batman Forever qui est un film un peu problématique, on va dire. Oui, un peu, légèrement. Alors écoute, il faut replacer dans son contexte. Tim Burton a fait 2 gros cartons. Ouais, voilà. Même si la production a trouvé que Batman Returns, qui a moins bien marché, parce que il était un peu plus dark, ils se sont dit il faut nous remettre un peu de lol.
Oui, bah en fait c'est le changement de ton complet, c'est-à-dire qu'ils sont passés effectivement de Tim Burton qui arrivait quand même à avoir son univers particulier au sein de Batman et du qui côté... est complètement freaky. Voilà et voilà son intérêt justement, le Batman Forever, ce qui en fait il s'en fout un peu de Batman, lui ce qui intéresse c'est les méchants dans ce film-là. Et effectivement la production s'est dit bon, faut qu'on change de ton et on va aller voir Joel Schumacher. Alors et c'est même plus que ça, c'est Tim Burton qui a recommandé Schumacher. Schumacher ou Schumacher, parce qu'il est allemand, donc tu me dis pas Schumacher. Ouais. Et en fait, et effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un changement de ton. Alors, il y a un changement de ton, et en même temps, je trouve ils gardent cette espèce d'ambiance loufoque des films de Burton, quoi. Ouais, mais mais pour moi, mais il va plus loin. C'est loufoque au sens dégénéré. Enfin, vraiment. Oui, c'est loufoque au sens dégénéré. Et ça s'approche un peu de Batman 66 sans jamais être aussi brillant. Oui, mais la série télé. Mais en fait, c'est un peu, ça a été une période aussi comme brillant, intéressant. Voilà. C'est pas, voilà. Ça a été aussi une période où justement, quand on faisait des adaptations de comics ou même de jeux vidéo, c'était, on s'adresse à des adolescents débiles de 12 ans en fait. Et c'est vraiment la guideline que tu retrouves du film, quoi. C'est le film conçu pour des adolescents débiles, je pense. C'est vraiment ce qui était en tête, quoi. Ouais, et c'est un film qui a cartonné en plus, et ce qui a permis à Schumacher d'en refaire un peu. D'en refaire derrière. Ouais. Alors, il y a pas mal de problèmes dans ce film. Alors, il faut juste dire un bon point. C'est Nicole Kidman qui fait, et je pense que c'est Nicole Kidman le principal intérêt de ce film, qui joue la psychiatre Chase Meridian. J'adore ce nom, Chase Meridian. Et globalement, elle allume Batman et Bruce Wayne pendant tout le temps. Oui. Mais genre, elle a envie de coucher, ça se lit dans ses yeux, genre tout le temps. Et elle le joue genre, je suis nympho, mais plutôt je suis allumeuse en fait, puisque à un moment elle dit, ensuite elle fait dire à Bruce Wayne, non, je crois que je suis amoureuse de quelqu'un qui s'habille en chauve-souris. Là, Bruce Wayne il a compris. Il retourne, il va la voir le soir dans ses draps en lin. Elle est toute nue dans ses draps en lin. Elle arrive, elle est sur le point de coucher avec lui. Elle fait, non, je crois que je suis amoureuse de Bruce Wayne. Et honnêtement, rien que pour elle, ce film est génial. Enfin, genre, ce film est extraordinairement cheesy et elle est vraiment, elle est incroyable, quoi. Nicole Kidman joue de manière incroyable. Et, par contre, Bruce Wayne, c'est Val Kilmer et c'est genre. Alors, le nom Val Kilmer, genre, il est pas là, quoi. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on lui a dit, écoute, il faut que ça soit, Bruce Wayne, il est dark et broody. Et lui, il l'a joué, mais comme si c'était une endive moite, quoi. Ouais, c'est-à-dire, ok, je mets aucune expression dans mon jeu. Aucune expression dans mon jeu. Ok, je me fais chier. Et tu sens tu sais pas genre, il arrive à être encore plus mauvais que Michael Keaton, quoi. Ouais, et Michael Keaton qui au moins mettait de l'attention, tu vois. Oui. Mais là, tu sens vraiment que, c'est le renoncement. Et en plus, c'est pas la décharge de Val Kilmer, mais tu sais, Val Kilmer, il a un visage assez particulier. Et du coup, quand il y joue comme ça, tu sais, t'es vraiment perdu, tu sais pas du tout. S'il savait que la caméra tournait, enfin tu sais, tu te poses des questions, il y a un côté dont tu sais pas trop ce qu'il fait là, et ça marche vraiment. Façon Bruce Wayne, il est catastrophique, quoi. Et alors il y a plein d'autres problèmes dans le film. Alors on va parler de Jim Carrey puisque c'est une liste Jim Carrey. Voilà, qui joue le mystère, qui joue Enigma. Son problème, c'est que d'abord ils ont donné je crois si je me souviens bien, et c'est un film quand même que j'ai vu assez souvent. Ils font une origin story pour Enigma, alors qu'ils auraient plutôt dû en faire une pour Two-Face, qui est incarné par Tommy Lee Jones. Et Tommy Lee Jones qui arrive cash direct avec son visage, visage déjà défait. Alors que lui a vraiment une origine. C'est vraiment ça, quoi. Lui a vraiment une origine intéressante, mais comme Jim Carrey est la star, Jim Carrey a vraiment, disons, en fait, a bénéficié. Garder la caméra pour lui. Voilà, a bénéficié de son statut et du coup, on a l'histoire est plus orientée sur lui qu'effectivement sur Two-Face, quoi. Et bon, alors évidemment, ce film a été rendu célèbre pour ses tétons. Voilà, ces fameux zoom tétons. Zoom tétons. Et il faut le dire, je crois que la première scène du film, c'est la bite à Batman. Oui, littéralement, oui, quand il met sa coque. Quand il met la coque autour de sa bite, ouais. c'est la première putain de scène de ce film, quoi. Genre, et Schumacher, il a jamais caché ses intentions de le rendre encore plus cul, quoi. Enfin, genre oui. cul.
de le rendre, je sais pas si c'est attirant, je sais pas qui Non, mais c'est ouais. un espèce de délire fantasme, un peu à la Cruising, tu sais, de Friedkin. C'est un peu la suite Cruising avec des super héros, quoi. Ouais. Et puis il y a des shots sans aucun problème sur son cul et tout ça. Enfin, Ah oui, vraiment, sur les pecs, etc. Et puisque les gens attendent de moi que j'assassine de ce film évidemment en tant que Batmanologue, il y a un autre gros problème, c'est qu'il y a Robin, joué par Chris O'Donnell, qui a 25 piges, Ouais. quoi. Je crois qu'il a 25 ou 26 piges. Oui. Et c'est genre, il l'adopte. Non mais oui, mais c'est genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? non mais la lecture homosexuelle de la relation entre Robin et Batman, là, elle est la plus obvious que jamais, quoi. C'est Non, mais le parti pris, quoi. C'est vraiment un vrai parti pris. Elle a toujours un peu existé, Oui, bien cette sûr. lecture. C'est ce que je dis. Et chacun il mettait ce qu'il voulait, Voilà, ça a toujours de été ses propres, ouais. de ses propres fantasmes. Ouais. Parce que Batman, ça reste ça. C'est le père spirituel, c'est le père adoptif de ce garçon. C'est lui qui le prend en charge quand il devient orphelin et qui lui donne toutes ses aspirations. Ouais. Ce n'est que ça. Ouais. Si tu y vois autre chose, c'est possible, mais ce n'est pas, pas ça. C'était tangent pour pas mal de gens, etc. Et il y a certaines histoires de Batman qui flirtent un peu avec ce côté-là, mais là c'est plus que flirter, c'est vraiment ok, il adopte un jeuneau de 25 ans et on fait des zooms sur les tétons. Voilà, donc c'est vraiment 25 ans, assumé. mais il joue les 17 ans. Enfin, je comprends pas. Et en plus, par contre, t'as au moins les origines de Robin, mais c'est tellement naze. Bon. Tu sais quoi? Je sais pas si je choquerais des gens, mais tu sais que revoir ces films, ça me fait presque plus rire que ceux de Burton, ou dont je suis hermétique à l'humour. Oui, bah, mais bon, ils sont pas dans la même décennie, donc ouais, c'est ça. On n'a pas à les classer, voilà. Pas de polémique, pas d'amalgame. Pas d'amalgame, et surtout Batman, j'ai déjà assez cassé le premier lors d'une liste précédente. Écoute, tu sais quoi? Est-ce que ça te choque si je le mets au-dessus de The Mask? Ouais, ça me choque quand même, ouais. Ouais, parce que The Mask, je prends quand même plus de non, plaisir attends, à regarder. il y a Nicole Kidman qui allume tout le monde pendant tout le film. Et si tu oublies que c'est un film de super-héros, c'est juste un film où Nicole Kidman essaie de coucher, quoi. Ouais, mais et moi, ça me fait hurler de rire, quoi. Ouais, mais le cinéma hystérique de Schumacher, et les couleurs violettes et vertes, j'en peux plus. Enfin, c'est vraiment, c'est un film. Ouais, c'est vraiment, c'est laid. C'est vraiment, très, c'est laid. très très laid, quoi. C'est très très laid. Mais écoute, c'est très très laid sans avoir la distance d'un Verhoeven ou quoi que ce soit. Ça, c'est laid pour être laid. Enfin, c'est une facilitation du lait qui ne sert que le lait, quoi. Enfin, vraiment, c'est. C'est pas le lait, c'est le mauvais goût, et le mauvais goût assumé, quoi. Oui, mais le mauvais goût. Et ça sera un problème de toute sa carrière, quoi. C'est un mauvais goût pour le mauvais goût jusqu'au bout. Enfin, tu vois, comme dit, il est utilisé pour rien. C'est juste, ouais, j'ai mauvais goût. Regardez comment j'ai mauvais goût. Enfin, voilà, c'est vraiment un film que moi je trouve très pénible à voir quand même. Ouais, en plus le problème c'est qu'il faut me laisser un peu de marge parce qu'ensuite il y aura un autre Batman, je te rappelle. Oui, il ne sera pas le seul. Il peut pas aller au-dessus. Tu me le mettrais pas au-dessus de The Mask? Non. Oh là là. Ok, mais attends, ça fait beaucoup de trucs sur la Cash McClean, il va falloir que tu fasses des efforts. Ouais, beaucoup. 2. Attends, je t'ai laissé piéger à Hong Kong. C'est vrai que tu m'as laissé piéger Hong Kong, qui est pour l'instant, je rappelle, le 3e meilleur film des années 90. C'est pas rien quand même. Putain, tu te rends compte qu'il y aura plein de gens qui vont dire putain mais il est au-dessus de Face Off. En même temps, c'est nos goûts. Enfin, c'est pas nos goûts, c'est la vérité, et nous sommes juste les vaisseaux qui transmettons. La vérité s'impose à nous, que voulez-vous, c'est ainsi. Voilà. Et maintenant, le dernier film de la liste, Jim Carrey, parce que quand même il a une décennie assez intéressante. C'est The Truman Show. Truman Show, ouais. Alors là, pour le coup, on change complètement de catégorie. Et je pense que est-ce que ça serait pas son meilleur film? C'est le Ciao Pantin de Jim Carrey. Ah, c'est plus que le Ciao Pantin, parce que c'est le meilleur film de pas mal de gens. Il y a Ed Harris. Enfin, le principe de Truman Show, c'est en fait l'histoire du personnage Jim Carrey, donc Truman, qui en fait est né dans un reality TV, une real TV, et qui passe toute sa vie dans un show de réalité TV. Et sauf que lui, il est pas au courant, et tous les autres, y compris ses parents, etc., sont tous des acteurs. Et en fait, le show est suivi par des millions de personnes dans le monde, et c'est juste un type ordinaire qui vit sa vie
et qui ne sait pas qu'il est la star d'un show télé. Et évidemment, le show va se gripper. Et Jim Carrey va prendre conscience de son statut d'animal de foire, hein, c'est littéralement ça. Et voilà. Et c'est un film. Déjà, rien que le sujet, on l'évoque là. C'est avant toute la vague de la Real TV telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est ça qui est assez incroyable avec ce film, c'est que c'est bien avant. C'est bien avant tous les shows de réalité Big TV. Brother et Love Story Voilà. et tout ça. Donc, c'est vraiment une œuvre visionnaire. Hein, c'est vraiment super visionnaire. C'est à la fois très cruel dans ce que ça dit de nous et de notre rapport au divertissement, mais aussi à la fois très touchant parce que le personnage de Jim Carrey, et Jim Carrey joue honnêtement super bien. C'est-à-dire que tu sais, il utilise son côté un peu clown, voilà, mais c'est plus contenu. Et derrière ce sourire de clown, il y a des vraies fêlures. Et c'est un personnage super touchant, c'est super émouvant. Et même le personnage, j'ai envie de dire, d'Ed Harris, qui est le producteur du show. Dont Jim Carrey est la comment s'appelle est la marionnette. Il a un aspect touchant dans le sens où il a complètement oublié que c'était un esclavagiste en fait, et il s'est attaché à tout l'ensemble de cette vie qu'il a construit. Enfin, tu sais, il y a un côté c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment top quoi. Non, vraiment, c'est un film extraordinaire. Ouais, vraiment, le Truman Show, ouais, Vas-y, dis-moi. Je pense que ce serait un des meilleurs Jim Carrey. Ouais, mais je pense aussi que pour moi, c'est peut-être son meilleur film. Enfin, c'est drôle, c'est touchant, c'est pertinent, c'est intelligent. Il y a des séquences de poésie visuelle. En plus, enfin, je veux dire, c'est la séquence de la pluie où t'as la pluie qui lui tombe juste sur la gueule, tu sais. Parce qu'aussi, il y a aussi le traumatisme. Tu sais, le personnage est traumatisé par l'océan parce qu'en fait là où il vit c'est entouré d'océan. Il est traumatisé par l'océan parce qu'en fait ils ont tué le personnage de son père lors d'une tempête, et c'est pour éviter qu'il sorte finalement de l'océan. Tout ça, on a inceptionné des souvenirs. Ouais, exactement. Et c'est d'une cruauté. Et ces fils de pute font revenir le personnage de son père alors que lui il le pensait sincèrement mort. Enfin, tu sais, t'as un truc, c'est une violence. C'est vraiment un très beau film, super film quoi. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est peut-être le scénario d'André, c'est Andrew Niccol. Oui, Andrew, oui. Le mec qui a quand même fait Gattaca. Gattaca, voilà, exactement, ouais. Et vraiment, et alors, c'est réalisé par un de mes réalisateurs australiens préférés, c'est Peter Weir. Oui, Peter Weir. Et Peter Weir, lui en l'occurrence, c'est le réalisateur de Witness dont on parlait précédemment. Et c'est vraiment un grand réalisateur. Il a fait Le Cercle des Poètes Disparus. Ouais, aussi, qu'on n'a pas besoin de présenter. Ouais, c'est ça. Et un de ses derniers, il n'a pas été très productif, mais un de ses grands derniers films, c'est Master and Commander, qui est un de mes films favoris, quoi. Ah, j'adore Master and... Moi, Master and Commander, je suis plus Ah non, moi je suis super fan parce qu'il a trouvé une espèce de veine entre Terrence Malick et tu vois et l'humain. Truman Show, du coup, où est-ce qu'on le met? Je réfléchis. Je le vois au-dessus de Snake Eyes. Ah oui, pour moi il va largement au-dessus de Snake Eyes. Mais est-ce que je le vois au-dessus de Silence des Agneaux ou pas? Ça peut se discuter, mais genre, si demain t'as à revoir un film, tu regardes Le Silence des Agneaux ou Truman Show? Excellente question. Honnêtement, je ne saurais pas y répondre. Il faut que tu prennes une décision. Faut que je prenne une décision. Moi, je serais tenté par Truman Show. Moi, je serais tenté par Truman Show parce que Le Silence des Agneaux, c'est un excellent thriller, mais Truman Show, c'est vraiment un film qui touche au cœur, quoi. Ouais. Au cœur autant qu'à l'esprit. Ouais. C'est pas démérité, hein. Silence des Agneaux est un film extraordinaire, mais et du coup, s'il y a un truc, tu vois, pour émouvoir mon cœur de pierre, Truman Show, ça marche. Et... C'est vrai que moi je croyais que tu pouvais pas être ému, toi. Non, mais moi je crois aussi, hein, tu vois. Bah écoute, donc, Truman Show, meilleur film des années 90 pour le moment. Ouais. Voilà. Je pense aussi. Alors écoute, là je vais faire quelque chose de particulier. Ah non, rentre. Je ne veux pas voir ça, Daniel. De quoi? Écoute, je vais faire une combo liste parce que beaucoup de gens m'ont envoyé exactement la même liste. Exactement les films. Exactement les mêmes films. Et je pense des gens qui se pensaient très malins. Non, il y a pas de jugement, mais en fait, si tu fais la liste dans ta tête, c'est exactement par rapport à cette thématique, c'est exactement les films à choisir. La film à choisir, ouais. Et d'ailleurs, je vois ce dont tu parles. Il y en a un qui dérive un tout petit peu, et deux qui dérivent un tout petit peu, donc on va rajouter leur liste. D'accord. Leur liste. Écoute,
comment te dire, c'est le film. Alors voilà, je te lis les titres. Je te lis les titres. Le film est moins bon que les cinématiques, même quand il y en a pas. Ah. C'est le titre de Dimitri Germain. La liste envoyée par Quix, mon ami. Quix. Salut, c'est Karim Debache et c'est Cross spécial années 90. Ok, donc on va parler jeux vidéo, je pense. Je pense aussi. Michel Gardet, c'est chef-d'œuvre du jeu vidéo que le cinéma a sauvagement biflé. Ah. Oh, je sens qu'on va bien se marrer là. Attends, qu'est-ce que je donne? Top 3 des films sur les jeux vidéo faits par des gens qui n'y jouent pas et qui ne savent pas qu'on peut faire du bon cinéma, voire les deux à la fois. Voilà, c'est des films d'obesque, voilà. Voilà, c'est le moment où l'économie de marché du jeu vidéo arrive à un point tel que les mecs ils se disent, hey, il y a du blé à se faire. Il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, il faut qu'on fasse un truc. Et sauf qu'évidemment, à cette époque-là, les jeux vidéo c'était pas du tout joué par les décideurs d'Hollywood. Enfin, c'était genre. Et il y a un truc commun, à tous ces films, c'est qu'il y a la pression à la fois du studio et du développeur de jeux vidéo, du développeur, ouais. qui sont pas du tout les mêmes ambitions. Et ça se voit souvent. Et je pense qu'on va commencer par Super Mario Bros. Oh putain, oh la vache quoi. Et Super Mario Bros, c'est un film vraiment compliqué. C'est-à-dire, ils ont joué à Super Mario et ils se sont dit, bon les mecs, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme thématique? C'est ça. Super Mario Bros, en fait, c'est l'exemple type du jeu à pas adapter en film parce que, en fait, tout ce qui fait l'intérêt de Super Mario, c'est du jeu pur. Enfin, je veux dire, son contexte, ses ennemis, sa trame narrative, parce qu'il y a toujours une trame narrative quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, c'est un intérêt que dans un jeu vidéo. Tu transposes ça en film. De base, je sais même pas comment tu peux imaginer que ça tient debout en étant dans l'optique. On va faire un truc qui respecte l'œuvre. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire d'un plombier qui rentre dans le tuyau, qui tape sur les tortues pour sauver une princesse et qui passe son temps à aller dans un autre château, quoi. Et enfin. Alors, faut dire aussi que c'est un film devenu tellement nul qu'il est culte. Ah oui, non mais enfin. Oui. J'ai même pas le mot pour décrire ce film. Écoute, c'est incroyable. Si, il y a quand même, il faut le dire, Bob Hoskins qui fait Mario. Qui fait Mario avec. Mais Mario, c'est son nom dans le film. Avec c'est Leguizamo qui fait son frère. C'est Leguizamo qui fait son frère, ouais. et qui va se taper Princesse Daisy. Ouais. Et ils sont à New York, hein, n'oublions pas le contexte. Il faut quand même préciser que Dennis Hopper joue le méchant. Putain, mais attends, mais Dennis Hopper, il faudrait une liste de Dennis Hopper fait le méchant dans les années 90. C'est genre la perdition de cet acteur, quoi. C'est la folie, quoi. Alors, c'est la perdition. Il joue Koopa, évidemment. Bah oui, forcément. Mais il y a la scène du bain où il tire la langue, Alors, c'est un film que je suis allé voir en salle, mon pote, hein. Putain. Alors qu'à l'époque, tu pouvais voir Jurassic Park dans les mêmes salles de cinéma, hein. C'est vrai, mais Et alors, faut le dire un truc, c'est que Dennis Hopper, tu sais pourquoi il a fait ce film? Pour l'argent, non? Non, pour ses enfants. Il a dit, mes enfants, ils aiment bien Mario, alors j'adore Mario, alors moi, je vais jouer là-dedans. Putain. Oh, la totale, quoi. Et je pense que là, justement, c'est un cas où le studio n'a pas fait assez attention, Nintendo, j'entends, où ils ont pas fait assez attention à ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça s'est senti dans la presse spécialisée, genre, quand il est sorti, genre, la gêne. Ouais, non, genre, mais c'est. Ah merde, on a commandé ça, on a donné. Qui a dit oui à ça? Et souvent, c'est ça qui est bizarre avec le Nintendo de l'époque. Faut dire que bon, je suis dans les jeux vidéo, donc je m'intéresse au sujet. Ils donnaient parfois des accords à des trucs très bizarres. Ils ont accepté des mangas avec des blagues pipi caca avec Mario. Ouais, mais et ils essayent de foutre ça sous le tapis, tu vois. Ouais. Non, mais c'était l'époque où justement, enfin, les gens venaient à eux pour parler de leurs produits différemment, et je pense qu'ils étaient dans l'optique. Nous on sait pas faire des films, on sait pas faire des mangas. D'où le dessin animé Mario nul. Et du coup, la série live où étaient intercalés les passages du dessin animé. Donc, et je pense que c'était l'époque où justement ils se disaient on sait pas faire, donc on va laisser faire les gens qui savent. Sauf que là les gens ils savent pas non plus vraiment, tu vois. Est-ce que tu sais que Harold Ramis a failli réaliser ce film? Oh putain. Et il a fait non. Et alors il y a eu plein de problèmes de réalisation. Alors les réalisateurs c'est Rocky Morton et Annabelle Jankel. Ah oui, c'est un couple dans la vie qui le réalisait, voilà. C'est que ils essayent de retranscrire des éléments qui ne fonctionnent que en termes de jeux vidéo en matière de film. Enfin, ils se sont pas posé les bonnes questions. Ils se sont dit bon, les gens ils jouent à Mario, il y a ça dedans, faut qu'on le mette d'une façon ou d'une autre. Et genre c'est ça. Est-ce que le passage quand la bonbonnette marche? Ah ouais, non mais les mecs, voilà. Il y a parce qu'il y a la bombobinette, quoi.
Je pense que les mecs, ils ont juste empilé des milestones, enfin des choses clés à mettre dedans. Ils se sont jamais posé la question de savoir si le film allait avoir une gueule, quoi. On va devoir le classer. En plus, parce qu'il nous reste des films. Ah ouais. Est-ce qu'il est mieux ou moins bien que Wild Wild West? Alors, Wild Wild West, il y a un truc, c'est que c'est le côté égo absolu qui est vraiment hyper gonflant, quoi. Et et en plus c'est le film qui met fin à l'hégémonie de Will Smith, c'est-à-dire il sort d'une période, il a eu Independence Day, il a eu Men in Black, il fait des tubes non, mais en plus Getting Jiggy With It et tout ça, c'est genre ce mec est intouchable et tout d'un coup il fait la grosse bouse. Là c'est incompréhensible. Wild Wild West, tu sais, c'est le film, ils ont aucune excuse. Enfin genre c'était comment est-ce qu'ils ont pu rater un truc pareil, quoi. Donc c'est pour ça que et je pense que Super Mario me ferait presque plus rire que. Ouais, je pense aussi. Mais est-ce qu'il est mieux ou pas que Risque Maximum? Ah non, je préfère Risque Maximum parce que y a Van Damme qui fout des coups de pied. Ouais, et c'est un film qui a indiscutablement moins de coups de pied sautés. Voilà. Donc Super Mario Bros. Et l'avant-dernier film des années 90. Des années 90. Et c'est pas une mauvaise place, hein, étant donné que pour l'instant il y a que 12 films dedans. Je l'ai fait un peu par ordre chronologique. Ensuite arrive le moment de Street Fighter. Ah, Street Fighter. Alors moi c'est un film qui est mauvais mais que j'aime beaucoup. Voilà, moi aussi. C'est réalisé par Steven de Souza, donc on l'a dit, hein, scénariste de 48 heures et de Piège de cristal, et donc Jean-Claude Van Damme qui joue Guile, et en fait c'est son premier film en plus, ça, et il se retrouve à la tête d'une grosse machine. Voilà, c'est ça, c'est genre, hey mec, on t'a fait un cadeau, et il commet d'ailleurs les mêmes erreurs que Super Mario, c'est-à-dire que il prend des choses clés de Street Fighter. Non, mais il prend je dois te corriger. Polygon a écrit un super article sur un oral history de Street Fighter. Et en fait, il était en lutte avec Van Damme. Oui, bien sûr. À sa période la plus cocaïne. Ouais, bien sûr, ouais. Et avec Capcom, il lui dit, non, il nous faut mettre tous les personnages. Oui, voilà, c'est ça. Et lui, il dit, non, mais vous savez que 12 personnages, déjà divisé par le temps de film, ça fait déjà 5 minutes par perso, quoi, en fait. Et du coup, ils ont même été obligés d'inventer un personnage pour le capitaine Sawada, là, ou je sais plus comment. Ouais, du coup, non, c'est un film qui est vraiment été fait en dépit du bon sens. Oui, en dépit du bon sens. C'est-à-dire que, non, ce que je veux dire, c'est qu'il fait l'erreur aussi de se dire, de prendre, enfin, tu sens que c'est forcé, c'est prendre tous les clins d'œil qui sont liés au jeu, et même si ça fonctionne pas, enfin, je veux dire, tu prends le Shoryuken du Ken, dans le film, c'est en fait le type il lève le poing, il tourne sur lui-même à plat, et genre à quel moment tu te dis ça va fonctionner, genre si tu vois que ça, tu le fais pas, on s'en fout, y a pas de Shoryuken, on t'en voudra pas mec, on préfère ne pas avoir de Shoryuken que voir ce que tu nous as fait, et voilà. Alors et ça en fait c'était un problème de prod. Oui, bien sûr. Que les stuntman avaient pas zéro temps pour préparation. Ouais, c'est la post-prod ils avaient pas le temps. Tu vois, c'était un cauchemar, c'était un tournage cauchemaresque. Et il faut rajouter à ça que le méchant, dictateur. Oui, joué par un Raoul Julia. En feu, vraiment. Alors, Raoul Julia en feu, mais mourant. Il est mort 6 mois après. Il venait de se faire opérer de son cancer. Tout à fait. Il lui restait 8 mois à vivre. Et il a quand même donné le maximum de lui-même, et c'est pour ça qu'il y a aucun gros plan presque sur lui, parce que ça se voit qu'il est malade. Il est rachitique, il est plus du tout, c'est plus du tout même que dans Addams Family, et pourtant, il est vraiment au top. C'est-à-dire que Raoul Julia, sa prestation en bison, genre, elle sauve le film, quoi. Elle tue littéralement tout. Elle tue tout, quoi. Et il faut citer quand même cette phrase, et je vous invite à le voir en VF, c'est génial. J'ai vu Satan descendre du firmament, tel un éclair. et voir ce con, parce qu'il est vraiment débile dans ce film. Jean-Claude Van Damme lui faire son kick tout pourri, enfin, moi, la scène qui m'a aussi marqué, c'est quand le mec, il prend la caméra vidéo pour dire qu'ils sont potes, donc le pote de Van Damme, le pote de Guile, est capturé, et dit qui finit en Blanca d'ailleurs. Il dit, Charlie, je vais venir te sauver. Charlie, ne bouge pas, j'arrive. Oui. Et là, Raoul Julia fait, Charlie, et il regarde ses prisonniers, il fait, Carlos Blanca. Et il dit, tu vas entrer dans la machine, et donc il rentre dans la machine du professeur Dalsim. Enfin, Ah oui, le professeur Dalsim, pendant tout le film, tu sais, il est en blouse, et à la fin, t'as une explosion, et il sort de l'explosion, et ben, il est habillé en Dalsim du jeu, genre,
what the fuck? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'aime particulièrement DJ qui, je sais pas pourquoi, de tous les persos, ils ont gardé DJ, qui dit, ouais, il est là pour juste gauler l'argent. Et il dit des trucs du genre, j'aurais préféré bosser pour Microsoft, enfin, des trucs comme ça. Et ce qui est aussi la preuve de son temps, parce qu'aujourd'hui, il aurait dit, je préférais bosser pour Apple. Et putain, mais ce film, Honda en caméraman. Il y a Honda en caméraman, et surtout, le russe. Ah, putain. Ah oui, son Zangief, quoi. Putain, Zangief, à voir en VF parce que c'est délectable, parce que je l'ai vu quand il est repassé à la télé. C'est genre, qui seul est gentil, qui seul est méchant. Et à un moment, genre, il regarde DJ et il fait, tu as été payé? Voilà, la phrase que j'adore, c'est quand t'as Ming-Na, donc toute jeune, qui incarne Chun-Li, qui se retrouve face à Bison, et puis elle lui dit que elle veut le tuer parce que Bison était venu et a tué tout son village. Et puis là, t'as Raoul Julia qui a un espèce de cocktail dans la main avec sa robe de chambre, tu sais, sa robe de chambre Bison, et qui s'approche et fait: pour vous, le jour où Bison est venu dans votre village était le jour le plus important de votre vie. Pour moi, c'était mardi. Et cette réplique, elle est géniale, quoi. Surtout qu'on se l'a dit encore. Oui, on se l'a dit entre nous, c'est du génie pur, quoi. Non, vraiment, c'est genre, quand c'est drôle, c'est pas intentionnellement drôle. Ah ouais, le Ryu et Ken, ils sont risibles. Ils sont minables. Enfin, non mais ils sont un peu lâches en plus. Enfin, je comprends. Tu sais, c'est l'espèce de magouilleur. Enfin, et Sagat, c'est pareil. Enfin, y a rien. C'est un film, vraiment le film malade par excellence, quoi. T'as Kylie Minogue qui fait Camille. Genre. Alors, Kylie Minogue, et ça j'ai appris grâce à l'article de Polygon, qui a eu une affaire avec Jean-Claude Van Damme. Oh. Et c'est Jean-Claude Van Damme qui en parle. Il dit: hey yeah, elle est belle, tu vois. Genre, évidemment, il s'est passé quelque chose, tu vois. Enfin voilà, c'est. Et Street Fighter, c'est un film d'amour quand même. Quoi. C'est un film qui était complètement nul, qui a été un flop absolu. Mais par contre, le jeu, parce qu'il y a eu un Street Fighter The Movie The Game, est vraiment pour le coup abominable. Le jeu tiré du film. Ah, est alors horrible. je t'arrête. Il était pendant très longtemps le meilleur jeu de baston 2D. Sur PlayStation et Saturn, parce qu'il y a eu un laps de temps où il y avait rien. Où il y avait rien, c'est ça. Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui vont dire, des puristes qui vont dire, ah non, mais la mécanique est vraiment pas mal. Et en fait, c'est vrai. La mécanique de jeu, c'est la même que dans Street. Oui, c'est la même que dans Street. Assez bien. Mais c'est les animations à la Mortal Kombat. Les animations à la Mortal Kombat, en plus, ça répond quand même vachement moins bien qu'un vrai Street. Enfin, ouais, non, c'est clair. Ils sont tous stiff, quoi. Tu sens que c'est le truc qui a été fait à la va-vite, collé sur la mécanique de Street, et voilà, quoi, Écoute, je vois notre liste, et c'est vrai, et c'est clair qu'on a une certaine passion pour ce film. Ah oui, vraiment, ouais. Je vois au-dessus de Face Off. Au-dessus de Face Off. Je pense que je vais dire cette phrase très souvent. Je vois au-dessus de Face Off. Alors tu sais quoi, pour le principe, je te l'accorde. Oh putain, mais oui. C'est ça qu'on veut. Mais tu sais que moi je suis même prêt à le mettre au-dessus de Piège à Hong Kong. Je préfère regarder Street Fighter que Piège à Hong Kong. Ok, deal. Putain, juste en dessous Snake Eyes. Ouais. Street Fighter est donc le 4e meilleur film des années 90. Comment? Qu'est-ce qui nous arrive? Et tu sais, dans quelques années, il y a des gens qui vont faire des films sur nous et qui vont dire: mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comment ça a basculé? Le moment où ça a basculé. Écoute, nous allons passer à un autre film des années de ces multiples listes. Et celui-là, il nous a été envoyé par Cinédif. Et en fait, il avait à peu près la même liste, sauf à un détail près. Et donc, il fallait que j'intègre ce film. Merci Cinédif. Dans cette saga. C'est Double Dragon. Oh putain, ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu te souviens de Double Dragon avec Marc Dacascos? Marc Dacascos, ouais. Ouais, je m'en souviens, ouais. Malheureusement. Alors, Double Dragon, un grand classique du jeu vidéo. Ah oui, grand classique, bah c'est le jeu qui a popularisé le beat'em all, voilà, c'est devenu à la mode à la suite de ce jeu-là, quoi. Et et alors, écoute, c'est un film extraordinaire. Et alors, figure-toi, alors ça, je pense que je vais te scier. Je l'ai en laserdisc. Oh putain. J'ai un pote qui me l'a offert, et je le garde, et je le chéris, ce laserdisc, précieusement, quoi. Un vrai passionné, quoi, parce que là... Ouais, et on se l'est rebatté il y a quelques années, quoi. Et bon, comment dire, ce film est est nul à chier. Oui, ce film est une catastrophe totale. Enfin, vraiment, putain, c'est nul, quoi. Alors, c'est nul, mais en même temps, il y a plein de détails assez rigolos. Alors, Scott Wolf joue Billy. Oui, voilà. Scott Wolf que vous connaîtrez parce que c'est lui qui va jouer dans la série, tu sais, avec les 5 Via 5.
Oui, tout à fait, ouais. Tu sais, la série les Salinger, Ouais. et tu sais, c'est des gamins et ils perdent leurs parents et ils restent ensemble, gardés par leur grand frère. Tout à fait. Par le mec qui va jouer dans Lost, là, si je me souviens bien. Je sais plus si je les confonds tous. En fait. Mais enfin, en tout cas, il y a Scott Wolf dedans. Et Mark Dacascos, donc, monsieur, je donne des coups de pied au début des années 90. Oui, c'est ça. C'est Mark Dacascos. C'est à cette époque-là, c'était un peu genre on se disait, ça va être le Bruce Lee américain, tu vois. Et ouais, bah, à part que, oui, il est, non, mais il est hawaïen, non? Oui, c'est ça. Mais enfin, je veux dire, Ouais. américain au sens, voilà, tu vois, c'est Ouais. du cinéma américain. Et c'est un mec qui a vraiment, devenu une star à partir des films de Christophe Gans. Ouais, je voilà. pense. C'est Christophe Gans effectivement qui, Parce bah, que Craig c'est pas, Freeman, parce que c'est clairement pas avec avec ça qu'il a percé. avec Double Dragon qu'il est devenu une star. Mais d'ailleurs, il a effectivement, Mark Dacascos a été, pas une star, mais en tout cas a été reconnu avec Craig Freeman de Christophe Gans. Et puis, une fois que Christophe Gans l'a pu utiliser, tout le monde a oublié Mark Dacascos. Hein. Bah ouais. C'est aussi un des premiers films cinéma d'une grande star, à savoir Alyssa Oui, Milano. mais c'est pas son premier film. Parce que son Non. premier film est un chef-d'œuvre. On ne l'a pas Oui, abordé. Son premier Voilà. film est un chef-d'œuvre que nous Nous sommes gardons gardés pour plus tard. quand nous reviendrons Voilà. nos années 80. Exactement. Nous allons juste dire le nom. Commando. Écoute, et alors, ce qui est génial avec Alyssa Milano dans ce truc, c'est qu'elle sortait de la série comment ça s'appelle Who's the Boss en français Madame est servie. Servie, voilà. Et elle jouait dans Madame est servie. Et ce qui est génial, c'est qu'à un moment, il y a sa rivale, donc une nana, tu sais, badass avec un mini short et tout ça. Et elle lui file un grand coup et là, elle fait And now who's the boss? Donc tu vois, tu sens qu'il y a beaucoup. C'est méta. C'est déjà un peu méta alors qu'on est qu'en 94. Et je me souviens d'une scène où les deux, Billy et Jimmy, elles passent devant, genre, et moi je suis courageux, je passe devant dans le passage, et elle se met à quatre pattes, et il reluque son cul du genre, ouais, la vue est bonne d'ici, tu vois. C'est le genre de truc qu'on fait quand on est en spéléo. Exactement. Toi et moi. Il manque Oui, juste parce le profiste. Il faut le dire, nous avons fait de la spéléo, ensemble, il y a quelques jours. Ouais. Alors, c'est pas une image, hein, c'était de la vraie spéléo, attention, Oui, c'est pas une métaphore. Et en plus, le pape des séries B, enfin, le pape des méchants, quoi. Il y a Robert Patrick en méchant. Oui, Robert Patrick, ouais. Écoute, ce film est nul et difficilement défendable, il est même vraiment, avec des vannes. Ouais, c'est catastrophe totale, quoi. Est-ce qu'on le met au-dessus de Risque Maximum? Ah, mais moi je le mets même je crois que je préfère Super Mario Bros, quoi. Parce que, Ok, deal, tu Double vois, parce Dragon. que il y a Donny Hopper dans Super Mario Bros en roue libre, voilà. Ouais, mais il y a Alyssa Milano. Et tu sais quoi, Alyssa Milano, elle était tellement mignonne à l'époque, j'avais mon cœur qui faisait boum boum. Quoi. Ah non, mais j'étais un peu amoureux d'elle, comme tout le monde. Mais c'est en plus, on l'a vu grandir à l'écran avec dans sa série. Quoi. Non, comme dit à l'époque, on avait le droit, c'était. Oui, on a le même âge qu'elle. On a le même âge qu'elle, donc voilà. Alors, écoute, Double Dragon est l'avant-dernier film des années 90. Et alors, il reste encore un film dans ces listes. Enfin, non, il en reste deux, en fait. Je vais en... le film qu'on va aborder maintenant, on l'a juste un petit peu évoqué, c'est Mortal Kombat. Mortal Kombat, ouais, forcément. Alors, Mortal Kombat, c'est un peu c'est le concurrent, c'est le concurrent naturel de Street Fighter. Ouais, voilà. Ils se sont dit, ouais, putain, on cartonnait. On cartonne aussi, on a droit à voir notre film. Voilà, et Mortal Kombat, bah, pour les gamers, en fait, il y avait plusieurs choses parce que justement, à l'époque où Street Fighter arrivait, tout le monde voulait faire ces jeux de baston parce que ça cartonnait, et Mortal Kombat, lui, il se démarquait parce que il y avait des personnages digitalisés, donc c'était censé être plus réaliste. Ça donnait cette espèce de côté très rigide, hein, finalement, aux animations, comparé à ce qu'a donné Street, notamment sur Street 3, et c'était le côté ultra sanglant aussi, avec les fatalities, avec les énormes gerbes de sang quand tu donnais des coups puissants, des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment là-dessus que la licence a construit sa légende aussi. Et il faut le dire, c'est aussi pas les débuts, mais ce moment où Paul Anderson, enfin Paul S. Ouais. Anderson. Oui, pas le mec de Boogie Nights, hein. Pas PTA. D'ailleurs, c'est genre si tu fais l'erreur sur Netflix ou IMDb, tu le sens tout de suite la différence. Où il a littéralement donné sa carrière encore plus que Christophe Gans à l'adaptation de jeux vidéo. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ensuite c'est Alien vs Predator. C'est Resident Evil. C'est Resident Evil. C'est vraiment
il a donné sa vie et il a produit Dead or Alive. Ouais, voilà. C'est le Uwe Boll américain. Un peu, ouais. Mais avec plus de budget. Il est moins fauché. De budget. Ouais, moins fauché. Et alors, je dirais pas plus de talent, mais plus d'opportunisme. Peut-être plus de déférence aussi, parce que c'est pas qu'il connaissait les jeux. Paul Anderson, suffit de voir ses films, tu comprends qu'il avait une compréhension très limitée des jeux, mais Uwe Boll a un regard assez cynique sur ses films de jeux vidéo, il le dit lui-même, hein, alors que Paul Anderson, tu dis que allez, j'essaye quand même, tu vois, il y a un côté voilà. Oui, lui il a une espèce de respect du truc. Voilà, donc ça veut pas dire qu'il fait des bons films pour autant, mais voilà, c'est pas tout à fait la même optique, quoi. Écoute, pour moi, c'est un film nul. Et tu sais quoi, je vais peut-être te choquer, mais je lui préfère Mortal Kombat Annihilation. Alors c'est lequel? C'est le deuxième. C'est le deuxième, oui. Parce qu'il est plus nul et donc il est plus rigolo. Oui, c'est ça. Mais il faut, je mets quand même des petits mais. De tous les personnages, il y a quand même Christophe Lambert. Ah oui, Christophe Lambert en Raiden avec et on mettra en bonus, on mettra les vidéos de voilà. de 2 heures de Christophe Lambert. Ouais, et il faut le dire, Christophe Lambert, il joue sérieusement. Je pense qu'il est appliqué. Il est fait très seulement. Je pense qu'effectivement Christophe Lambert, il croit au projet vraiment. Ouais. Et Raiden, qui est le dieu de la foudre, c'est ça qui est absolument génial. Et je pense que le truc qui sauve ce film, c'est que Raiden passe son temps à troller les mecs. Et il arrive devant tous les mecs, il se téléporte et machin, il fait il se moque. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, Lambert n'est pas un combattant du film. Il est juste là. Enfin, c'est une espèce de de guide en fait dans le scénario. Après il devient combattant. Oui, c'est voilà. bizarre. Ouais. Mais au début, c'est une espèce de guide en fait qui est là. C'est la référence des personnages. Et effectivement, il passe son temps à se foutre de leur gueule, à être là, puis pas leur filer un coup de main. Enfin, t'as un côté. Ouais, et il les troll pendant tout le film. Et c'est ça, c'est le truc le plus rigolo. On l'avait évoqué dans une émission précédente, c'est Kari Hiroyuki Tagawa qui joue Shang Tsung, donc le méchant. Ouais. Et c'est un mec assez important des Japonais aux États-Unis, puisque dès qu'il y a un Japonais dans les années 90, c'est à lui qu'on demande. Oui, il est dans Kickboxer 2. Oui, c'est ça, c'est le Jap de service. C'est le mec asiatique de. Ouais, vraiment, il les a tous. Et les Mortal Kombat. Enfin, vraiment, il en a fait plein. Et aussi, c'est à noter que le film, c'est filmé avec les pieds, etc. Et aussi, le film ne restitue pas. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont abominables, goro, genre what. Et c'est expurgé de toute violence. Tu vois, c'est. Ah oui, alors il a fallu, il y a pas de fatality. Voilà, il fallait faire un film PG-13 parce que fallait que ça se vende et qu'on le vende aux adolescents. Et du coup, quand tu joues à Mortal Kombat, tu t'y vas pour les fatalities, pour le sang, etc. Et là, t'as rien de tout ça. Et du coup, t'as même pas cet intérêt-là entre guillemets que tu pourras retrouver dedans, quoi. Ouais, vraiment, c'est un. Enfin, il est et je préfère le deuxième parce que le deuxième, il est vraiment con il est con à bouffer du bois, quoi. Ah oui, complètement, ouais. Mais celui-là, il essaie d'avoir une. Alors, il y a un truc qui m'a toujours fait rire, c'est que Johnny Cage, c'est clairement un personnage qui a été créé en référence à Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme, il a pas pu jouer Johnny Cage parce qu'au même moment, il jouait Street Fighter. C'est ça, il jouait Guile. On lui a fait, non, pas cette année. Alors, où est-ce qu'on va mettre Mortal Kombat? Écoute, je le mets peut-être au-dessus de Risque Maximum, mais sous Batman Forever. Ça me va. Ça te va? Ouais, très bien. C'est pas le meilleur Christophe Lambert. C'est pas le meilleur Christophe Lambert, mais à sa façon, c'est un Christophe Lambert emblématique. Hein. Ouais, je pense qu'il est. Alors, tu sais qui joue Christophe Lambert dans le Mortal Kombat Annihilation, qui s'appelle Destruction Finale en français. Oui, Destruction Finale, ouais. C'est James Remar. Et j'adore James fucking Remar. C'est un putain d'acteur par contre. James Remar, putain, mais tu sais quoi, c'est un des acteurs qui m'a le plus marqué à vie avec. On en parlera quand on fera les années 70. Ah, tu parles de The Warriors. Ouais, exactement. Tu sais que The Warriors avait probablement mes répliques de films préférés. Je sais bien. Ah putain, il faudrait qu'on fasse une émission entière sur The Warriors. Pour ceux qui voient pas, James Remar, tout simplement, c'est le père de Dexter dans la série Dexter, en fait. Et pour les autres qui en ont rien à foutre de Dexter, mais qui par contre aimaient Sex and the City, c'est le riche beau gosse qui se tape la blonde, celle qui est la plus nympho. Je suis quelque part content de ne pas savoir de quoi tu parles. Non, mais je sais pas du tout son nom, mais genre, c'est un personnage récurrent dans cette série, et c'est celui qui est un riche promoteur,
d'hôtel et tout ça, mais et il est génial, hein. Il est genre même dans cette série, genre enfin pas dans cette série. On peut argumenter sur cette série, mais dans les saisons avancées où ça devient vraiment naze, c'est lui qui arrive à rendre un peu de sauver le show. Ouais. Oh non, il est génial. J'adore James Remar, quoi. Bon bah écoute, voilà, Mortal Kombat ouais. sous Batman Forever quand même. Et alors écoute, on a un film bonus, dans ces listes de films. Ouais. Et je voulais le traiter parce qu'il était dans une des listes. D'ailleurs la liste s'appelait, sa liste à lui s'appelait Pourquoi vaut-il mieux un film sur les jeux vidéo qu'un film adapté d'un jeu vidéo? D'accord. Et c'est qui d'ailleurs qui nous a envoyé la liste juste pour ça? C'est Médéric. Merci Médéric. Et son film c'est Existence. Ah, Existence, Cronenberg. Voilà, qui parle effectivement du jeu vidéo. C'est pas une adaptation. Alors je me rappelle plus le pitch exact de Existence. C'est une histoire de ils rentrent dans des consoles qui se connectent au système nerveux. Voilà, c'est des consoles organiques, comme toujours chez. C'est Ghost in the Shell un peu. Chez Existence, hein, c'est une espèce de console organique qui te fait rentrer dans un jeu et comment ça s'appelle? Oui, et il y a une histoire en fait, enfin justement il y a comment ça s'appelle, pas de résistance mais de groupuscules qui se posent à cette nouvelle expérimentation de jeux vidéo parce que justement c'est une espèce de, enfin ça aussi c'est un truc récurrent d'ailleurs chez Cronenberg, le côté l'évolution de la chair et les gens qui sont plus ou moins opposés. Enfin il y a un truc, une espèce de bataille qui se livre dans pas mal de films de Cronenberg. Ouais, sur l'angoisse du corps dans la technologie. Voilà, de la technologie et la fusion des deux, hein, c'est vraiment ça. Et voilà, et Existence, je trouve que c'est un Cronenberg vraiment raté en fait. Et ouais, c'est pas ouais, il est. En fait, le problème, c'est que c'est la période du cinéma de Cronenberg où il essaye de plaire, en fait. C'est-à-dire que il prend des stars américaines. C'était vraiment un roi du film d'horreur. Enfin. Ouais. Et encore, d'horreur, faut pas le comprendre au sens exploitation. C'est vraiment du film d'horreur conscient des années 80. C'est un type qui a apporté énormément au cinéma de genre avec ses films des années 80. Et du coup, il finit par être connu par des gens qui ne s'intéressent pas du tout aux films d'horreur. Et du coup, c'est là où il commence à faire des films pour essayer de plaire à ces gens-là, quoi. C'est le moment où il va essayer de faire Crash, où il va essayer de faire Spider, où il va, c'est presque des films de festival. Oui, chaque fois, voilà, exactement ça. Il va se travestir. J'assume le truc. D'ailleurs, Crash a eu un prix. Oui, bien sûr. La Palme d'Or en chocolat. Ouais. Et pour plein de gens, Crash et Spider, c'est des chefs-d'œuvre, alors que non, pas du tout. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment Cronenberg qui prend conscience qu'il peut avoir une place dans le cinéma mondial et qui se met à faire plaisir avec des films de festival. Ouais. Et il perd vraiment sa niaque, il perd vraiment son univers. On est très loin du Cronenberg de La Mouche. Voilà, on est très loin de La Mouche, on est super loin de Vidéodrome. La Mouche qui a été très 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 haut classé, voilà. Je rappelle. Et tu regardes Vidéodrome qui est sur des thématiques assez semblables à Existence, avec cette fois-ci avec la télévision et pas le jeu vidéo. C'est genre t'es à des kilomètres. Vraiment quoi, on est plus du tout la même chose. Et puis il faut le dire, c'est qu'après heureusement il refait des. Après il change de fusil d'épaule, c'est-à-dire que effectivement quand il revient en grâce. Il revient à History of Violence. Voilà. History of Violence, il a changé de nouveau et il prend un axe qui est encore différent de ce qu'il faisait avant, mais du coup tu le sens plus libre en fait, et il refait en fait un truc qui je pense qu'il intéresse plus, à mon avis. Bon après ces derniers là j'ai un peu du mal là. Je sais pas si t'as vu Cosmopolis. Non, c'est pas Cosmopolis, c'est Map to the Stars. Ouais, Map to the Stars. Ouais. Genre oh là là, qu'est-ce qui se passe quoi. Je l'ai pas vu, mais effectivement, enfin bref, voilà. Mais bon, s'il adapte des romans. Donc. C'est un film, ouais, je trouve vraiment c'est pas inintéressant, mais c'est vraiment raté. Puis il y a un traitement qui est super bizarre. Enfin, il y a plein de scènes qui sont super ridicules. Alors, t'as toujours l'argument de dire ouais, c'est fait exprès parce que c'est dans le jeu vidéo, mais justement, je vois pas pourquoi est-ce que c'est un jeu vidéo que ça doit être ridicule. Enfin, tu sais, t'es encore au stade de la réflexion un peu conne sur le jeu vidéo, quoi. Ouais, ça fait un peu, c'est le brochet de fromage du jeu vidéo. Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est genre, c'est pas sérieux. Ouais. Alors, est-ce qu'on le met sous Batman Forever? C'est quand même vachement mieux torché, hein. C'est quand même vraiment plus intéressant. Ouais. Bon alors, je regarde Con Air. Non, je regarde Face Off. Ah mais moi je le mets quand même sous les ailes de l'enfer. Hein. Tu le mets sous les ailes. Ouais. Donc,
Entre The Mask et Batman Forever, alors. Ouais, on peut le mettre entre The Mask et Batman Forever, ouais. Mais écoute, Existence avec un Z. Avec un Z. C'est vraiment ces films qui essaient de faire du K-Dick un peu, mais. Oui, c'est ça, ouais. T'as un côté. T'es vraiment sur la réserve. Enfin, tu sais, t'as un truc. Enfin, mais un grand réalisateur, hein, oui, mais juste, c'est sa mauvaise période. Quoi. Quand tu connais ce qu'il était capable de faire, tu sens vraiment que. Voilà. Et ces films avaient, parce que moi je lisais la presse ciné et la presse et même la presse de grand public, mais qui parle de ciné. Ces films avaient super cote, quoi. Oui, mais parce que c'était des films de festival, quoi. Ouais, c'est ce que je disais. C'est le moment où tout le monde disait ouais, Cronenberg c'est génial, alors qu'en fait c'est peut-être la plus mauvaise période de son cinéma, quoi. Et justement, c'est toute l'hypocrisie de la chose, c'est qu'en fait c'est des gens qui n'aimaient pas Cronenberg, en fait. C'est juste qu'il était devenu célèbre avec ses films dans un certain cercle. Il était même pas bankable, il était juste devenu intellectuellement compatible, ce qui est exactement ce qui est arrivé à Verhoeven. Voilà, et il se met à faire des films intellectuellement compatibles avec les festivals, etc. Et il se pervertit, enfin il se travestit vraiment. McTiernan, c'est ce qui va lui arriver aussi, quoi. Voilà, et du coup c'est un cinéaste qui avait plus qui faisait son cinéma, quoi. Et juste parce que le cinéma d'horreur c'est pas forcément un truc qui était très accepté même à l'époque, hein. Bon écoute, Accident c'est classé. Alors maintenant, il faut, je remercie un peu tout en bloc les gens qui nous ont envoyé toutes ces listes. Oui, merci à tous. Excellent. Merci à Bratis Labat, merci à Guillaume Guette, merci à Elstef, merci à Cinédif, merci à Dimitri Germain, merci à Michel Gardet, merci à Cédric Javot. Et merci au dénommé Quix aussi. Ah non, on lui dit pas merci à lui. Et merci à Médéric aussi pour Existence. Voilà. Écoute, je crois qu'on a fait. J'avais prévu encore d'autres listes, mais en fait, on a été vraiment très long sur Street. Et ouais. Alors, du coup, est-ce qu'on garde Non, allez, on fait encore ce dernier film dont on a parlé. Voilà, il y a un film bonus. Si vous vous souvenez bien, c'est au moment où on a changé les règles sur les dates, et il y avait une personne qui nous avait envoyé un film de 1990 dans les années 80, et au moment où on l'a passé, on s'est dit on va le traiter dans les années 90. Donc c'est Alexis Blanchet qui nous avait envoyé Arachnophobia. Et qu'on salue bien, Alexis Blanchet, bourré de talent, si jamais vous voulez voir justement lui, ses travaux sur le jeu vidéo et le cinéma. Pour le coup, il y a un vrai regard de personne qui s'y connaît et un regard intéressant. Alors c'est touffu, mais c'est vraiment intéressant si vous vous intéressez à la thématique. Ah non, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Oui, ça vaut vraiment le coup. C'est comme dit, c'est touffu à aborder parce que voilà, c'est très complet, très dense, mais c'est super passionnant, super bien écrit. Enfin voilà, les ouvrages d'Alexis Blanchet, on vous recommande. Et donc voilà, Arachnophobia, qui, comme son nom l'indique, est une histoire d'araignée. D'araignée, je sais plus, c'est d'Amazonie ou. Et là, je vais te laisser un petit peu parce que je ne l'ai pas vu. Ah, tu n'as pas vu, d'accord. Écoute. Non, et pas parce que j'ai peur des araignées. Non, mais c'est parce que tu n'as pas vu. Donc en fait, l'histoire, c'est une histoire de, je sais plus, c'est un scientifique, un entomologiste ou un truc comme ça, qui ramène involontairement d'une expédition en Amazonie une espèce d'araignée, d'une mygale super dangereuse, etc. En plus, une mygale fornicatrice parce que elle se reproduit à la vitesse de l'éclair. Et du coup il revient aux États-Unis, puis cette mygale elle va faire plein de petits et elle va et en fait la bourgade va être envahie par des araignées tueuses. Voilà. C'est un peu le cauchemar de ma fille qui est arachnophobe au dernier degré. C'est un peu Earth Defense Force et ça me donne envie. Voilà. Et donc voilà, c'est un film de monstre avec des araignées. Alors c'est des araignées à taille raisonnable, on va dire. Tu sais, c'est pas des espèces de justement des araignées de 14 mètres de haut, etc. Machin. T'as un côté, c'est un peu comme l'invasion des abeilles tueuses à l'époque dans les années 70. Je sais pas si tu te rappelles. C'est un peu le même truc, c'est-à-dire qu'on reste dans des proportions à peu près crédibles entre guillemets pour justement que la peur fonctionne mieux parce que ça peut être assimilé à des vraies araignées, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est un film qui est signé par Frank Marshall. Et Frank Marshall, c'est un peu l'homme de l'ombre de la galaxie Spielberg. Il a été producteur sur plusieurs Spielberg. C'était producteur des Goonies, c'était producteur de Retour vers le futur, de Gremlins. Enfin, tu vois, c'est un type Poltergeist. Un mec qui a quand même du passif, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'était l'homme de l'ombre de Spielberg. Il a collaboré à plein de projets où Spielberg était réalisateur ou producteur aussi. Et donc là, il passe je crois pas que c'est son premier film, il me semble pas.
Mais en tout cas, c'est un de ses. Il passe à la réalisation. Non, si, même c'est son premier film. Je dis une bêtise, je vérifie en même temps. C'est son premier film. Et il passe à la réalisation, donc c'est la consécration, comme souvent Hollywood. Hein. On fait passer les scénaristes ou les monteurs ou les chefs-op à la réalisation, voilà. Et voilà. Et du coup, c'est un film qui est intéressant par son sujet parce que finalement, des films d'araignées comme ça, t'en as pas tant que ça. Et il y a quelques scènes qui sont vraiment super réussies. Genre là, t'as une scène en fait dans la baignoire où t'as les araignées qui sortent par le siphon et qui envahissent la maison et tout. Ça fonctionne plutôt pas mal. Mais après, ça reste un petit film d'épouvante. C'est même pas d'horreur, hein, c'est vraiment un petit film d'épouvante qui manque d'envergure, d'ambition. Enfin voilà, c'était pas Frank Marshall, c'était son premier film et il avait pas la vista d'un Zemeckis ou d'un Spielberg. Hein. C'est une production en blind d'ailleurs, du coup, encore dans le lot. Donc c'est un film que moi je trouve oubliable, pas désagréable, mais oubliable. Mais écoute, bah, comme c'est toi qui tu m'as pas convaincu pour le regarder. Non, voilà, c'est. Je peux pas le juger. C'est à toi la responsabilité. Bah écoute, moi je le mettrais juste au-dessus d'Existence. Ah, quand même assez haut, quoi. Bah ouais, parce que moi si tu mets quelque chose au-dessus de Mortal Kombat, pour moi. Non, c'est pas. T'es sûr de ton choix, c'est bon. Ouais. C'est pas un mauvais film. Mais c'est un film dont voilà que tu t'oublieras assez vite, quoi. Mais tu passes pas un mauvais moment. Bon, par contre, je pense que si t'es vraiment arachnophobe, t'as vraiment peur parce que les araignées sont vraiment bien foutues. Enfin, tu t'y crois, quoi. Bah écoute, c'est acté. Comme c'est la première, c'est la seule fois où on va lire la liste. Premier, Truman Show. Deuxième, Silence des agneaux. Ouais. Troisième, Snake Eyes, donc Brian De Palma. Ensuite, Street Fighter. Comment Street Fighter est arrivé 4e meilleur film des années 90, je me demande. Devant Piège à Hong Kong, 5e. En même temps, c'est à Choi Ark. 5e Face Off. Putain. Non, 6e Face Off. Ouais. Con Air, Les ailes de l'enfer, juste derrière. The Mask, Arachnophobia, Existence. Voilà. Batman Forever, Mortal Kombat, Risque Maximum, Super Mario Bros, Double Dragon et dernier Wild Wild West. Wild Wild West qui, je me demande s'il va être dépassé en nullité. Si vous pensez à un film nul, si vous pensez à des films nuls et qui peuvent déboulonner Wild Wild West, on est client. Voilà, on est client. Parce qu'en fait, on a évidemment les gens, ils balancent les classiques quoi, plutôt dans les listes ou les films qu'ils aiment. Et c'est normal. Naturel. C'est normal. Mais du coup. Bah quoique là, on a un top 10 qui a vraiment une gueule assez étrange, hein, qu'on puisse dire. C'est éclectique et on n'a pas encore de films français. Donc oui, on a quelques films français. Il y a de la marge. Ouais, il y a de la marge. Alors, j'ai un truc à vous dire, si je peux vous donner des indices pour les listes. C'est pas la peine de nous donner les visiteurs, on l'a. Alors, écoute, c'est le moment de passer à nos petits recos. Ouais, tout à fait. On s'est fait plaisir parce qu'on avait un peu de temps libre. Alors, du coup, on a lu, on a regardé. Et... Vas-y, à toi. Eh ben, la petite reco, justement, on a parlé d'un film Amblin juste avant. Eh ben, je parlais d'une série qui est très forte inspiration Amblin, c'est Stranger Things sur Netflix. Ah ouais, vraiment en plan par plan. Oui, ouais, il y a des, c'est l'histoire d'un gamin, enfin, c'est l'histoire de 3 gamins dont un de leurs camarades se disparaît du jour au lendemain. Et il y a toute une histoire de monstres et ils trouvent une jeune fille avec des pouvoirs télépathiques. Il y a une histoire de gouvernement derrière qui essaie de masquer des expériences. Enfin, voilà, il y a un truc, ça se passe dans les années 80, en 1983. Oui, c'est ça, 83. Ouais, c'est 83. J'ai vérifié parce qu'il y a beaucoup d'anachronismes et du coup. Alors il y a quelques petits anachronismes dans le lot, mais moi ce qui m'a le truc, c'est que effectivement, il est un peu étouffé par ses références parfois, mais déjà les acteurs sont cool. Enfin, il y a Winona Ryder justement qui revient en force. Ah, c'est tellement plaisir. Voilà, Winona Ryder en mère, voilà la mère du gamin qui disparaît, qui revient en force. Le trio de gamins central, il est mortel. Enfin, le flic est génial. Le flic est génial. Enfin, les acteurs sont super bons et c'est super bien filmé. Enfin, je veux dire, la mise en scène, elle est vraiment top. La photo, elle est incroyable. Et justement, je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, putain, ça fait longtemps qu'à l'échelle de la production AAA hollywoodienne, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu un film fantastique aussi bien gaulé la photo à Hollywood, quoi. Parce que t'en as eu d'autres, enfin, voilà, il y a d'autres films fantastiques qui sont sortis, notamment It Follows, qui est visuellement It Follows, qui est vraiment une
très très bonne Voilà. surprise de l'année dernière. Qui est un film vraiment que moi j'adore, que je trouve vraiment génial, mais qui est pas un gros film hollywoodien. Hollywood, on sait plus faire des films comme ça. Enfin, c'est genre et là, tu vois ça. Tu vois, ça reste une série fantastique familiale parce que t'as pas beaucoup de sang, t'as des scare jumps, mais tu sais, t'as une approche. Voilà, c'est vraiment, ça peut être vu par des adolescents, etc. Mais c'est super beau, super bien filmé. C'est pas insultant, etc. Voilà, c'est un peu écrasé par ses modèles. C'est le défaut que moi je lui trouve. Mais vraiment. Ouais, c'est qu'à un moment où tu fais trop dommage. Alors, Voilà. je suis pas aussi loin que toi. Moi, j'ai vu que 5 épisodes pour l'instant sur les 8. Mais vraiment, ça suit agréablement. Enfin, tu sais, c'est vraiment pour moi, c'est la série parfaite de l'été, quoi. Tu passes un bon temps. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment super beau. Les acteurs sont vraiment cool. Voilà. C'est la bonne série de l'été, quoi. Ouais, écoute, je suis assez d'accord et je te soutiens. Voilà. Je te soutiens moralement et physiquement. Voilà. Stranger Things, donc Netflix. Voilà. Profitez du mois gratuit. Vous avez l'été, justement. Hop, c'est le moment. Ah bah oui, mais tu te l'es pris, bien sûr. Non, pas encore, parce que là, je suis pas chez moi. Mais dès que je rentre chez moi, oui, Oui, ok, d'accord. Parce que je suis venu, t'avais pas l'air d'avoir Netflix. Bah, j'ai attendu que tu viennes pour tester ma connexion, tu vois, et puis j'étais surpris par la qualité du player, quoi. N'est-ce pas, hein? Ouais, incroyable. Alors, écoute, moi, ma reco, ça va être un film qu'on a vu ensemble. Et c'est un film qui est sorti en France sous le nom de Kung Fu Killer. Alors j'ai appris qu'il s'appelle aussi Kung Fu Jungle. Kung Fu Jungle. Ouais, j'ai appris ça. Je pense que Kung Fu Killer est plus approprié. Oui, tout à fait. Et c'est un film de Donnie Yen. En fait, faut savoir un truc, c'est que je n'achète des Blu-ray que de Donnie Yen. Je n'ai que des Blu-ray de Donnie Yen. D'ailleurs, quand je suis allé chez toi, tu m'as rendu un Blu-ray de Donnie Yen. C'est le cycle de Donnie Yen. J'ai une fascination pour cet acteur. J'adore ce mec. Il donne les plus beaux coups de pied en ce moment au cinéma. Alors pour ceux qui savent vraiment pas qui est Donnie Yen, c'est vraiment la star du film d'action asiatique de ces 10 dernières années. Après le départ de Jet Li, voilà, c'est. Et après la mise à l'écart de Jackie Chan dans ces trucs. Ouais. Voilà, c'est vraiment le mec. Physiquement, il est très impressionnant. Vraiment. Peut-être pour mieux appréhender le personnage, je conseille le biopic Ip Man. Ip Man, ouais, tout à fait. Qui est vraiment un grand classique du genre. Ouais, et il a vraiment... Et ce qui est bien avec ce mec, c'est que quand même, il met 100% de la patate dans ses coups. Visuellement, c'est assez violent. Mais en plus, il est bon acteur, quoi. Oui, c'est ça. C'est un truc que Jet Li a eu beaucoup de mal. C'est que Donnie Yen, il est meilleur acteur, quoi. Enfin, c'est un truc. Donnie Yen est meilleur acteur de tous, quoi. Vraiment, il a la carrure pour jouer un biopic. Il extériorise ses coups, mais par contre il internalise son jeu et il est vraiment très très bon acteur. Il est très charismatique alors qu'il doit faire 1m60 à tout casser. Enfin tu vois, non vraiment. Ah bah ça, tu t'aurais fait du kung fu à partir de cet âge-là, là où il a dû commencer, ça t'aurait niqué ta croissance. Et je sais, j'ai fait beaucoup de kung fu. Donc ouais, Kung Fu Killer. Kung Fu Killer qui est vraiment très chouette. Et alors les bastons sont évidemment bien réalisés. La baston de fin est très originale. La scène de fin est vraiment mortelle. Enfin, le pitch, c'est l'histoire d'un tueur en série qui va tuer des maîtres du kung-fu à chaque fois avec leur technique propre. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, genre s'il est balèze au coup de poing, il va le battre au coup de poing, il va le battre au coup de poing, au coup de pied. Voilà, etc. Et Donnie Yen, c'est un expert en kung-fu qui est en prison pour un meurtre et qui du coup est sorti de prison pour traquer. C'est un peu voilà, c'est un peu comme le Silence des agneaux version kung-fu. Sauf qu'il ne mange pas, il tape. Sauf qu'il ne mange pas les gens, il les tape. Et donc il va traquer avec la police ce tueur en série, quoi. Et si vous êtes fan de Denis et de cinéma Hong Kong, vous allez être assez satisfait parce qu'en fait tout le cast c'est que des gens que vous connaissez parce que c'est que des second couteaux, troisième couteau du cinéma HK. Du cinéma HK des années 70-80. Enfin, et en plus, ce qui est bien, c'est que pour le coup, le générique de fin leur renvoie, enfin, les crédits et remontre et enfin, tu vois, il y a un côté vraiment. Et genre quand je disais putain, mais lui, évidemment, lui. Le tueur est intéressant parce qu'il y a quand même un petit passif sur le tueur et tout. Non, vraiment, c'est étonnamment satisfaisant. Oui, parce que un film qui s'appelle Kung Fu Killer, tu te méfies quand même parce que voilà, mais avec un titre pareil, mais en fait ça fonctionne plutôt bien, ouais. Comme dit, les bastons sont cool, surtout la baston de fin qui dure, en plus elle dure super longtemps, quoi. Enfin, elle dure une éternité. Il y a peut-être juste des tout petits CG sur les. Oui, voilà. Après c'est les effets spéciaux à Hong Kong, ils ont pas le même budget qu'Hollywood, etc. Mais honnêtement, tu pardonnes parce que c'est déjà c'est fait avec tellement de vigueur et de passion. Tu pardonnes parce que déjà c'est des CG qui sont pas utilisés pour la baston elle-même, c'est-à-dire
c'est-à-dire c'est vraiment juste pour une mise en contexte. Donc tu te sens pas floué quoi. Comme, parce qu'en fait sinon tout le reste c'est du naturel. Voilà, et tout le reste c'est du naturel. Donc t'as une minute de CGI un peu naze parce que ils pouvaient pas le faire autrement, sinon c'était parce qu'on n'est pas en Indonésie, je pense surtout. Parce que tu peux pas passer sous un bus, tu peux pas avoir une caméra et en plus toi qui passes sous un camion. Voilà, sauf si t'es en Indonésie, à ce moment-là tu le fais pour de vrai, mais voilà. mais du coup, sinon ça, il est vraiment bien quoi. Bonne surprise. Ouais, une très bonne surprise. Donc Kung Fu Killer qui est dispo en Blu-ray partout où vous achetez vos Blu-ray. Voilà, dans toutes les bonnes crèmeries. Écoute, je crois qu'on en a fini. C'était un épisode étonnamment assez long puisque en fait c'est le début d'une nouvelle saga pour nous. Voilà, mais c'était l'épisode de la passion. Il y avait tellement de choses à dire. Beaucoup de choses à dire et si tu veux, il y a encore tellement de listes. Encore merci pour toutes vos listes. Ça fait. J'ai qu'à me baisser pour les ramasser. Des bons films. Ouais. Non, vraiment, il y a vraiment plein de bonnes idées. Et surtout les listes ont vraiment des bonnes idées. Il y a des films Jap, il y a des films français. Même si je pense qu'on peut encore faire plus pour les français. Il y a même des films espagnols. J'ai hâte de parler de tout ça. Et comme d'habitude, dès qu'on diffuse un épisode, on se dit allez, quand est-ce qu'on tourne Exactement. Et n'oubliez pas, on est encore là pour les vacances. On vous remercie de votre fidélité. Oui, merci beaucoup. Vous êtes vraiment tous très nombreux sur les réseaux sociaux. Vous êtes. Ça fait plaisir quoi de. Oui, c'est vous notre seul bouche. Voilà, vous êtes le bouche à oreille. On fait pas de pub à part ça. Et comme dit encore une fois, on est tellement content que vous veniez nous voir et que nous dites du coup grâce à vous j'ai vu ou même parfois revu les gens qui sont venus me voir et qui m'ont fait j'ai revu V-Live avec un angle avec l'angle que j'ai évoqué et putain en fait j'ai bien kiffé machin voilà. Alors que en fait nous on parle juste de nos passions de ces choses qu'on aimait genre Alyssa Milano qui fait Who's the Boss je veux dire tu l'entendras que chez nous parce que s'il y a que truc ça m'a marqué quoi. Et du coup voilà que vous mettiez à regarder des films et tout que vous les aimiez et tout c'est la plus belle des récompenses. Ouais, merci beaucoup. Donc vous pouvez nous retrouver sur le site supercinébattle.fr. Vous allez pouvoir découvrir la nouvelle master list, celle qu'on a établie aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur iTunes, parce que c'est là où tout se télécharge. Avec vos petites étoiles. C'est là où tout se fait. Avec merci pour vos petites étoiles. Steven, dis-moi où peut-on te retrouver en ce moment? Eh ben écoute, comme toujours chez Third Edition, chez Gamecult peut-être cet été, je ne sais pas, on verra. Sens Critique et puis sinon Twitter @gkpluginbaby. Voilà, si vous voulez que je continue de dire de mal de l'Empire contre-attaque. Putain mais arrête quoi. Non mais le pire c'est que j'aime beaucoup ce film mais ça m'abuse d'en parler. Ah putain en plus je pense à chaque fois au pauvre Irving quoi, enfin tu vois qui a quand même une carrière très très compliquée quoi. Et écoute moi c'est Camille Robotics sur Twitter. Vous pouvez me retrouver moi justement sur Gamecult, je viens de publier un article sur Valis, une héroïne de jeux vidéo. Oui, ouais. un super article en fait, je savais même pas que tu l'avais écrit, j'ai découvert par hasard et super article. Ah je te remercie. Voilà. C'est un article un peu triste et tragique. Oui, exactement. C'est une héroïne de jeux vidéo japonais qui a mal tourné, qui s'est fait reprendre par l'industrie du porn. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment chouette comme histoire. Enfin, chouette à découvrir, je veux dire. C'est la tristesse de l'industrie japonaise. Ouais, un peu. Et puis sinon, les réseaux sociaux comme d'habitude, à part Twitter, Instagram, Snapchat, tout ce que tu veux. Et après un petit peu de vacances, je repartirai bien faire un peu de randonnée. Donc quelque part dans la montagne, ça me ferait bien plaisir. Merci encore de nous suivre. On vous dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci de votre fidélité et à bientôt. Merci pour tout, à bientôt. Ciao. All right.
il faut que je te dise un truc dans la rue. J'étais en train de parler à une amie de Gamecult. Elle me montrait Pokémon Go et là, soudain, je vois Plantu. Plantu. Ah oui? Ouais. Ah merde. Et genre, j'ai cru que c'était un Pokémon au début. Hein. Non. Et tu sais quoi? Dans ma tête, j'ai vu tous ces dessins pourris défiler, quoi. Non mais t'as intérêt à dire, peux-tu faire un dessin pour moi, Plantu? Un dessin Super Ciné Battle avec une colombe qui pleure, s'il te plaît. Ah putain.